Bon, alors c'est un truc un peu spécial qu'on va faire ce soir. Hein. On n'avait pas fait ça par le passé. On l'avait jamais fait en fait, toi et moi, hein, en fait. Là, ça va être un peu rigolo. Parce qu'on le fait souvent en fait, on discute souvent, toi et moi, on débat beaucoup tous les deux, mais on l'avait jamais fait en public. Voilà, on s'est dit que ça pouvait peut-être intéresser des gens qui s'intéressent aux mêmes questions que nous. La Voilà. strat, la techno, l'innovation, voilà. Donc on s'est dit, tiens, a priori, ça pourrait intéresser d'autres gens. Alors, on va se faire ça en direct. Alors, C'est en train d'arriver, là, c'est cool. c'est vrai, bah là, on va laisser les gens arriver tranquillement. On est jeudi soir, il est Ils sont à 21h. fond, ils nous disent qu'ils sont à fond. C'est vrai, bien. Ça m'y est à fond. Attends, moi j'ai 15 écrans là devant moi là. Alors attends, hop là, paf. C'est le truc qui est pénible avec. Voilà, si je vois du monde qui arrive. Salut Lucas, salut Christine, salut Yann, salut Philippe, salut Shadia, bonjour à tous. Ouais, alors, petite histoire, on contextualise le truc avec Philippe, on va vous expliquer pourquoi on fait ça. Euh, En fait, Philippe et moi, on est amis depuis très longtemps et on échange beaucoup à travers LinkedIn et Twitter. On l'a déjà fait dans des conférences, ces trucs-là, et on a des points de vue, on a des formations qui sont différentes, on a des cultures qui sont différentes, hein, et le résultat, c'est que souvent, sur les mêmes événements, on a des points de vue qui sont différents. Et on s'appelle souvent, on discute souvent, on n'habite plus dans la même ville maintenant, mais on discute très souvent au téléphone, non, c'est vrai. Et on peut plus boire des bières. Non, non, il ne reste plus qu'à parler. Il Donc, reste plus qu'à discuter. Résultat, on discute très souvent au téléphone et on débat. Et à plusieurs reprises, on s'est dit, tu vois, ce qu'on dit là, ça pourrait peut-être faire un papier ou peut-être que ça, on pourrait avoir cette conversation en public. Et on hésitait à sauter le pas parce que sur les plateformes, c'est parfois un peu compliqué. Puis on s'est dit, on va le faire. Allez, on va le faire. Et on va le faire sur LinkedIn. Quitte à pas être d'accord, autant que ce soit en public. exactement. Donc voilà, on est là ce soir. On est là ce soir avec vous. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est que il y a pas mal de sujets. L'actualité est super riche en ce moment. Philippe et moi, on a parlé de plusieurs sujets. Il y a plein de trucs qui sont produits. Hein. Il y a FTX, il y a Twitter, il y a Amazon qui licencie 10 000 personnes. Il y a quand même un paquet de trucs qui sont produits. Hein. Philippe a publié un super papier sur Kodak il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a un paquet de trucs qui sont produits. Nous, on a un paquet de sujets à aborder en commun, Philippe et moi. On s'est dit qu'on allait faire ça en direct. Et comme c'est la première fois qu'on fait ça, on n'a pas de format hyper précis en tête. On s'est dit, on va tous les deux choisir 3 sujets d'actualité. Et puis il y en a bien un où on va pouvoir discuter avec passion. Voilà. Et on s'est dit, comment on va le faire avec vous? On va le faire de la manière suivante qui est hyper simple. C'est vous mettez tous les commentaires que vous voulez. Nous, on va débattre. Vous nous mettez vos commentaires, vous nous mettez vos questions. Et puis on va commencer par débattre d'un sujet. Puis après, on va aller sur vos questions et on va échanger avec vous. C'est la première fois qu'on le fait. On n'a pas de format hyper précis en tête. Hein. On a quelques idées, mais rien d'hyper structuré. Et le truc, c'est faites-le avec nous, hein, structurez-le avec nous, parce que nous, pour le débat, il n'y a pas de problème, c'est ce qui va avant et après. Hein. Bon, voilà. Donc faites-le avec nous. Et puis, si ça vous plaît, ce qu'on fait là, hein, si ça vous plaît, on va le faire de manière régulière. Voilà. Voilà. On Et vous commence, serez Philippe? obligé de suivre. Chacun sera obligé de suivre. C'est ça. Ça va devenir obligatoire. Exactement. Alors moi, j'ai un thé vert, fumé avec moi. Je sais pas si tu as quelque chose, toi, à boire. Ah, moi, j'ai à boire, mais ça se monte pas à l'écran. Ça serait. Tu sais qu'on a fait une soirée dégustation avec Muriel qui va nous rejoindre un peu Je plus m'en tard. On a souviens fait très ça. bien. Ouais. On a fait ça il y a quelques mois. Bon, est-ce qu'il y a un sujet qui a retenu ton attention et dont tu as envie de discuter? Bah, il y en a plein, tu en as évoqué certains. On a évidemment, il y a une petite quinzaine, on a beaucoup parlé de méta. Alors, évidemment, c'est un des sujets dont on peut parler. Moi, Ouais. effectivement, j'ai écrit un tour. Toi, tu t'es beaucoup exprimé là-dessus. Tu as une bonne connaissance de tout ce qui est métaverse. Je me souviens que tu as souligné avec raison qu'on semblait découvrir le métaverse, que c'est quelque chose qui était inventé, je sais pas, par un certain Zuckerberg il y a 1 an ou C'est 2. ça. Alors qu'effectivement, tu disais dans un de tes papiers que au moins ça commence en 2003 avec Second Life. Et Alors c'est j'ai une appris conversation cette qu'on a eue, toi occasion et que moi, ça d'ailleurs. existait encore Ouais, d'ailleurs. ouais.
Et c'est une conversation qu'on a eu toi et moi d'ailleurs à plusieurs reprises Voilà. parce que ça a des implications super importantes, hein. Voilà. Et donc, le métavers, c'est intéressant. Alors, d'abord, parce qu'il y a un enjeu qui est qu'est-ce qu'on peut en penser. Donc, ça, c'est le traditionnel truc autour de l'innovation, mais il y a des vraies questions autour de ça. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent oh, c'est inutile, etc. Alors, moi, je C'est pense vrai. pas forcément, mais là, je pense que ton éclairage, un peu de spécialiste, peut être intéressant là-dessus. Et puis, moi, ma réaction, c'était de dire, au fond, ce qu'on voit, ce que les gens disent à propos de Meta, et, enfin, en l'occurrence du grand pari de Zuckerberg, à la fois de dire il est fou, il n'y a pas de demande, il dépense de l'argent, il n'y a pas de résultat, c'est des choses qu'on a entendues sur à peu près toutes les grandes innovations de rupture. Donc Ouais. moi j'ai cité un certain nombre d'exemples, mais donc j'ai essayé de relativiser un peu, alors sans évidemment aller jusqu'à dire si ça va marcher ou pas, ce qui serait stupide, mais de montrer que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. On a dans l'histoire des grands paris qui ont mis très 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 longtemps avant de réussir, qu'on englouti des sommes considérables qui ont été des fiascos, mais d'autres qui également ont englouti des sommes considérables pendant très longtemps et qui ont été des réussites exceptionnelles. Voilà. Donc ça, c'est un des sujets qu'on peut creuser un petit peu, parce que c'est... en l'occurrence, si j'ai une opinion à avoir, moi perso, je crois que le métaverse est quelque chose d'important. Mais voilà, donc puis alors après, tu as parlé évidemment des cryptos FTX, etc. Alors là, moi, je suis beaucoup moins compétent techniquement, mais là aussi, on retrouve des éléments dans l'histoire de l'innovation, hein, c'est-à-dire, on est peut-être proche de l'escroquerie, mais toute ruée vers l'or a eu aussi ses brigands, des gens, Mmh. mais la nuance Dans n'est les pas toujours périodes facile. pré-régulation en fait. Voilà, parce qu'on est dans un territoire où la régulation n'existe pas encore, et puis aussi où les tentations sont très fortes. Et donc, on sait que certains iront un peu trop loin, mais peut-être que ça fait partie de la nature même de l'innovation. Là aussi, on peut discuter de ça. Je vois déjà qu'il y a des commentaires, donc Ouais, c'est super. alors, la question de la régulation, c'est une question qui est importante. On va continuer à balayer un peu et on va choisir un sujet. Sur FTX, en fait, le problème, il y a beaucoup de gens qui se sont jetés sur FTX, mais le problème, c'est pas FTX, c'est Alameda. FTX avait une filiale qui avait vocation à spéculer, en fait. Oui, oui. Et Ouais, cette ouais. spéculation, elle se faisait avec les fonds de FTX. Ouais, Et ouais, un ouais, non, truc non. qu'on fait, même le secteur bancaire ne fait plus depuis 25 ans, en fait. Oui, Et ça a c'est coûté parce très qu'il n'y cher a au pas de secteur régulation. bancaire. Non, mais c'est ouf. Parce Ouais. qu'en fait, c'est la raison de la faillite de Lehman Brothers. Et le truc, c'est que Lehman Brothers, c'était quoi, il y a 22 ans, 23 ans, enfin, je me souviens plus, mais il y a une vingtaine C'était en d'années. 2008, septembre 2008. À 2008, ouais, donc c'est ça. Donc c'était il y a 17 ans, tu vois, 16 ans. Et donc 2008, Lehman Brothers il fait faillite. Et aujourd'hui, la faillite de FTX, c'est exactement les mêmes raisons. C'est je spécule avec le pognon qui m'a été confié. Sauf que avec les cryptos, c'est même pas le pognon qui t'a été confié. C'est qu'on a un problème de stockage des cryptos. Et donc les cryptos, il y a 3 méthodes de stockage. C'est où tu stockes là où tu l'as acheté, ou tu stockes dans ton cloud ou dans ton ordinateur, ou tu stockes en dur dans une clé. C'est Ledger qui fait ça. Et les gens qui ont stocké chez eux, eh ben, les mecs de FTX, ils se sont comportés comme si c'était leur pognon. Donc, on a au choix ou de l'incompétence ou de l'escroquerie pure et simple, hein, ce qui est la voie qui est quand même aujourd'hui suivie par Qui les semble autorités être fédérales, hein. privilégié quand même. Bah ouais, les autorités fédérales, Mais c'est dans je ce sens-là crois qu'elles disent. que, alors encore une fois, si on regarde un peu l'angle historique, je crois qu'il y a une tentation qui est très forte. Et le vrai problème, c'est celui je dirais, de la régulation, mais au sens de tous les grands investisseurs qui ont mis le doigt là-dedans ont été un peu légers et peut-être qu'ils se sont dit il sortira quelque chose de ce truc-là, on n'a pas besoin de trop regarder. Puis après, on a l'élément qui revient très souvent dans ces grandes faillites entrepreneuriales qu'on a eu déjà avec Terranos Ouais, dans les tests exactement. médicaux, c'est-à-dire un patron charismatique. Alors en C'est ça. l'occurrence, c'était une patronne, Qui séduit donc tout de le monde. quelqu'un de très charismatique, qui passe très bien à la télé, Ouais. qui, quand il parle, alors personne ne comprend rien à qu'est-ce qu'elle raconte, mais c'est merveilleux, Ah. il y a plein de mots bien choisis. Et donc, on a le truc traditionnel, évidemment, d'emberlificoter les gens. Et comme les gens comprennent rien, mais qu'ils osent pas dire qu'ils comprennent rien, le truc peut se faire comme ça. La Donc ça, comparaison avec c'est une Terrano, c'est très constante dans l'histoire de pertinente, hein. l'innovation. La comparaison avec Terrano, c'est très pertinente. C'est la même gamme d'âge. Ce sont des gens qui sont sortis des études très tôt ou qui n'ont pas terminé leurs études, qui ont convaincu des influenceurs ou des hommes politiques ou des gens du sport d'investir dans leur boîte sans que ces gens comprennent ce qui se passait et Mm. qui ont ensuite joué avec le pognon des investisseurs pour faire des choses qui étaient Voilà. différentes de ce qui était prévu.
Et c'est vrai que la Ouais. comparaison avec Theranos, alors pour la petite histoire, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Theranos, hein, Theranos, ça a été créé par une jeune fille qui était à Stanford, qui n'a pas fini ses études à Stanford, et qui a monté une entreprise où elle vendait des machines qui faisaient des analyses sanguines, mais avec des très très faibles quantités de sang. Et en fait, la machine n'a jamais marché, en fait. Ouais. Elle a uniquement fonctionné sur les investisseurs, et le pognon qui était donné aux investisseurs, aux anciens investisseurs, c'était l'argent qui arrivait des nouveaux investisseurs. Elle a été jugée l'année dernière, d'ailleurs. Elle a été condamnée l'année dernière. Et Oui, parce que là, il y a eu une escroquerie. Alors là encore, on ne saura jamais vraiment si c'était une escroquerie d'entrée de jeu, ce qui me semble ou si c'est relativement peu devenu, bien probable. sûr. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a fait des promesses peut-être un peu trop inconsidérées, qui s'est rendu compte que ça allait pas le faire, et là qui s'est retrouvé dans une espèce de course infernale où ça devenait de plus en plus difficile de dire que ça marchait pas. Et ça, on a aussi dans l'histoire ces exemples de gens. Vous savez, qui vole un œuf vole un bœuf. Eh ben, un petit mensonge amène à un plus gros mensonge, et après, il y a quasiment pas de retour en arrière. Ah ouais, Donc, tout à fait. ça aussi, c'est assez constant dans l'histoire. Alors, je regarde un peu les questions, et là, Vas-y, vas-y. il y en a plein. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur Meta, parce que Ah, parlons de méta. voilà, moi, on me demandait comment. Samy dit, oui, mais comment je dois expliquer le métavers dans un PMU dans le Morvan? Alors, Samy, rassurez-vous, ça n'est pas indispensable. D'abord, peut-être qu'il y a des gens très intelligents dans un PMU dans le Morvan, hein, je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Mais là aussi, derrière ça, il y a un truc très intéressant, c'est que euh, là encore, beaucoup de grandes innovations ont semblé totalement incompréhensibles, totalement inutiles. Et donc, pour pratiquement toutes les grandes ruptures, on aurait pu exactement dire ça. Moi, je donne, il y a plein d'exemples, hein. La Ford T, qui est quand même la première automobile grand public, quand Henry Ford l'annonce en 1908, tout le monde trouve ça ridicule. Et j'imagine que dans les articles, alors qu'on peut retrouver facilement, hein, les gens auraient dit, mais comment je vais expliquer l'intérêt d'une voiture à un paysan, moi? Ah bah oui, c'est vrai, ça n'a aucun intérêt. Sauf que 3 ou 4 ans après, beaucoup de paysans avaient une Ford T et ils trouvaient ça parfaitement naturel. Donc attention au côté, c'est tellement nouveau que les gens n'en voient pas l'intérêt. C'est tellement nouveau qu'on a du mal à leur expliquer. Souvenons-nous, alors pour certains d'entre nous, on n'est pas si vieux que ça, hein, les débuts d'Internet, il y avait des émissions à la télévision qui disaient mais quel est l'intérêt d'Internet pour le commun des mortels? Et vous aviez des experts qui venaient à la télévision expliquer que mais non, Internet n'avait aucun intérêt pour les gens normaux, c'était un truc de spécial. Donc là, c'est un élément aussi qu'on retrouve avec le métaverse, comme qu'on a eu avec toutes les grandes innovations, c'est-à-dire que on n'en voit pas l'utilité, ça paraît du gaspillage, de l'innovation pour rien, etc., etc. Dernière anecdote, hein, moi je me souviens d'avoir assisté à une conférence sur l'innovation en 2002, dans lequel un docte savant, donc expert de l'innovation, c'est pour ça que je suis devenu très modeste avec le temps, nous expliquait qu'avoir un appareil photo sur un téléphone mobile n'avait strictement aucun intérêt, et que c'était vraiment l'exemple même d'innovation qui ne sert à rien. Et un an après, un fabricant qui n'avait pas un appareil photo sur ses téléphones perdait 15% de part de marché. Voilà, donc ça c'est un élément déjà sur l'innovation de rupture et métaverse, c'est que peut-être qu'on pense que ça sert à rien, mais ce n'est pas une raison pour laquelle ça pourrait ne servir à rien dans le futur. Ouais, il y a deux autres éléments. Bon, d'abord, le premier truc, c'est que sur Internet, j'avais fait un live l'année dernière sur Internet où j'avais diffusé l'extrait de Bill Gates chez David Letterman. Et c'était le début de l'Internet grand public, c'est 92-93. L'Internet s'est ouvert au grand public en 92. Donc c'est 92, 93 ou 94, quelque chose comme ça, l'interview de Bill Gates avec Letterman. Et Letterman lui dit, mais à quoi ça sert Internet en fait? Et Bill Gates lui dit, bah, c'est the next big thing, c'est le prochain gros truc en fait. Et Letterman lui dit, ouais, mais à quoi ça sert? Et Bill Gates lui dit, bah, vous pourrez regarder des matchs de baseball sur Internet. Et lui, il dit, mais je la regarde déjà à la télé en fait. Et donc l'émission est intéressante. Alors elle a été coupée de ma chaîne YouTube parce que je faisais un commentaire longitudinal de la vidéo. Ça a été coupé parce que Letterman a fait un appel sur les droits d'auteur. Donc ma vidéo, là, vous voyez plus l'extrait. Mais ça a quoi comme intérêt, ce truc-là? L'intérêt, c'est que d'abord, la chose nouvelle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à des comportements spécifiques pour des usages spécifiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit le métaverse, le métaverse s'adresse à certains usages. Peut-être que cette personne-là
a ces usages-là. Peut-être que dans le Morvan, le gars du PMU, eh ben, peut-être qu'il va pouvoir faire certains de ses paris sur le métaverse. Mais tous ces joueurs joueront pas dessus. Certains joueront dessus, d'autres pas du tout, en fait. Donc, il faut jamais détacher un service de la nature de l'usage. À quoi il sert le service et qu'est-ce que les gens vont reconnaître dans ce service. Et les gens vont reconnaître des choses différentes dans ce service. Certains vont y reconnaître des choses qui résonnent avec sa propre psyché. Symboliquement, ça fait quelque chose. D'autres trouveront que ça ne résonne pas du tout. Et tout le monde ne verra pas la même chose dans le service. Donc, tout le monde ne l'utilisera pas de la même manière ou alors tout simplement l'utilisera ou ne l'utilisera pas. Ça, c'est l'un des problèmes avec l'approche de Zuckerberg. L'approche de Zuckerberg, elle est globale sur un business model qui est la commercialisation et la publicité. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est rejeté aujourd'hui, en fait. On n'est pas tous pareils, on ne se comporte pas tous de la même manière, on ne va pas tous percevoir une offre de la même manière et donc la consommer de la même manière. Et comme on ne va pas la consommer de la même manière, notre perception propre de ce qu'est un métaverse, elle va varier. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a des gens qui veulent jouer en ligne, d'autres qui veulent faire des rencontres amoureuses, d'autres qui veulent juste travailler, faire du business. Voilà, il y a des besoins qui sont différents. Et donc, il y a des services spécifiques qui émergent. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que, pour rebondir là-dessus, c'est que la tâche de l'innovateur, c'est pas juste d'inventer un produit ou un service, mais c'est très souvent... On a un lag. C'est chez moi. Ah, ça a coupé chez Philippe. Ça a coupé chez Philippe, je vérifie quand même. C'est bon, tu es de retour? Ouais, je suis de retour, désolé. C'est bon, non, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Oui, donc tu disais, c'est pas uniquement inventer un produit ou un service. Bah, il faut inventer les usages qui vont avec. Il y a une phrase célèbre de Joseph Schumpeter, qui est un économiste qui fait partie des rares économistes qui ont étudié la question de l'innovation, enfin, du rôle de l'innovation dans l'économie. Et lui, il dit de façon fameuse, il suffit pas d'inventer le savon, il faut aussi amener les gens à se laver les mains. Donc, quand on est dans l'innovation de rupture, on est par définition dans le domaine du radicalement nouveau. Et donc, la création du produit et du service d'une part et de l'usage, c'est pratiquement simultané. Et donc, ça explique aussi pourquoi, s'il n'y a pas ce travail sur l'usage qui est fait par l'innovateur, eh bien, sa techno peut sembler totalement inutile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça paraît abscon, en fait. Pardon ? Ça paraît abscon, en fait. Absolument. C'est en dehors de la réalité de la personne qui se le représente. Exactement. Et donc, il faut créer cette réalité. Et donc là, il y a tout plein de techniques en termes de marketing et d'entrepreneuriat qui montrent que c'est souvent de la co-création. Et effectivement, une des questions sur la stratégie de Meta, pour reprendre ce que tu disais, c'est qu'on a là quelque chose qui ressemble plus à un bombardement. On va tirer dans tous les sens avec quelque chose de ultra générique. Et ça, c'est une vraie question parce qu'on sait que les outils génériques, en général, émergent dans une seconde vague, mais qu'on commence plutôt, en général, par du spécifique. Alors, le seul problème, c'est que le spécifique, il est petit, par définition, puisqu'on va découper des usages qui vont être plus petits qu'un gros mastodonte. Et comme ça donne des petits marchés au début, eh bien, ces petits marchés ne sont pas attractifs pour les grandes entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles les ruptures sont souvent lancées par les petits acteurs, parce que les grandes entreprises, elles veulent tout de suite un truc très gros. Et donc, elles vont miser massivement beaucoup d'argent. Et c'est ce que, en plus, Zuckerberg, il a beaucoup d'argent. Enfin, un peu moins maintenant. Fortune divisée par 4. Il y va très, très fort, alors qu'on est dans un domaine dans lequel, effectivement, les usages ne sont pas encore clairement définis. Les business cases, pour en prendre un mot à la mode, ne sont pas encore très clairs. Même si, comme tu l'as dit, il y a déjà plein de choses qui sont faites. Ensuite, il y a un autre problème avec Zuckerberg. Bon, moi, je dirais qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème de tempérament, déjà. Zuckerberg a annoncé qu'il allait créer le métaverse. Enfin, il faut quand même. Enfin, moi, je vous encourage tous à aller revoir la vidéo. Elle est disponible sur YouTube. Allez revoir la vidéo du lancement. Elle est quand même, elle est, je veux dire, symboliquement, elle est très très forte. Il explique qu'il lance le métaverse quand même. Ouais. Et donc ça, c'est assez violent. Non, mais surtout que c'est une technologie ancienne. C'est comme si tu disais aujourd'hui, moi, je lance le rasoir électrique. Ouais. Le voilà, le rasoir électrique. Le voilà, ça y est. Vous allez arrêter de vous raser avec des rasoirs à main. Je lance le rasoir électrique.
Et donc d'abord, il y a une question de tempérament qui est ce qu'on dit, nous, très souvent en management innovation, c'est le gars, il t'explique qu'il a inventé la roue, en fait. Alors que la roue, tu l'as depuis déjà un bout de temps, en fait, et que ça marche très bien, et qu'on peut moderniser le bordel. Hein, mais là, la question se pose de celui qui arrive, de la crédibilité de celui qui arrive pour t'expliquer qu'il va révolutionner ta vie avec quelque chose que tu utilises déjà. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est il y a eu des choix. Là, on peut parler un tout petit peu de technologie. Il y a eu des choix technologiques sur Horizon Worlds qui sont des choix qui sont assez étranges. D'abord, il y a des problèmes d'animation. Donc, pour éviter les problèmes d'animation et de lag, ils ont enlevé les jambes des personnages. C'est ça la raison. Hein. C'est pour réduire les problèmes de lag, en fait. Parce que la charge serveur ne tenait pas. Et c'est assez étrange d'arriver dans un monde et d'être un tronc, en fait. Et ensuite, c'est tellement lisse. Le design a été réalisé de manière tellement lisse que tout le monde se retrouve un petit peu dans un cartoon, que le résultat, c'est qu'il n'y a pas de lien émotionnel avec l'environnement, en fait. Il est tellement lisse qu'on pourrait être là, mais on pourrait être ailleurs. Les arbres, c'est des arbres de cartoon, en fait. Et le résultat, c'est que les gens n'ont pas construit d'attachement à l'environnement dans lequel ils étaient. Moi, je vous encourage tous à aller dans Second Life. Second Life, c'est pourri, c'est vrai, c'est toxique, c'est vrai. Mais aller dans Second Life, il y a une sorte de caractère quand même, en fait. Vous arrivez, il y a des endroits où il y a des arbres, il y a du clipping, c'est vrai, ça s'affiche doucement, mais il y a du caractère. Quand vous allez dans The Sandbox, il y a du caractère. Vous savez que vous êtes chez The Sandbox. Quand on est dans Horizon Worlds, c'est hyper lisse et ça correspond en partie à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais il a essayé de cibler le plus de gens possible, parce qu'en fait, il a besoin, globalement, le simple, hein, il a ses revenus publicitaires qui baissent sur Facebook, il a besoin d'un relais de croissance. Et ce relais de croissance, il doit être massif parce que Facebook, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs. Donc, son relais de croissance massif, il s'est dit, je vais reprendre Second Life, je vais le faire en mieux. Sauf qu'il l'a fait, il faut être honnête, hein, il l'a fait en moins bien. C'est Second Life avec des casques. Donc, il y a quand même un problème de tempérament. Et puis, bon, il y a tout simplement un problème de vision stratégique aussi. Là, alors moi, ce que je maintiens depuis 2 ans, hein, c'est que Zuckerberg n'est pas la bonne personne à la tête du groupe Meta, en fait. Je pense qu'il a fait un très bon boulot en tant que fondateur. C'est un sujet dont on peut aborder ça en termes de leadership. Il a fait un très bon boulot en termes de fondateur. Ce mec-là est un génie. Hein, créer Facebook, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, gérer le groupe Meta, moi, je trouve qu'il a atteint ses limites. Et je trouve qu'en termes de leadership, on est sur quelque chose qui est un peu faiblard. D'abord, la vision de Meta, je mets au défi n'importe qui. Moi, j'ai lu le livre blanc, là. Hein. Enfin, vous savez, c'est le document qui est attaché au rapport trimestriel. Enfin, en termes de vision, c'est un étudiant de première année, hein, qui nous explique qu'en fait, il va conquérir des clients. Ils ne disent pas comment, ils ne disent pas ce qu'ils en font, ils ne disent pas pour quel usage, ils ne disent pas quelle est la valeur qu'ils créent pour les gens. Non, non. Et bon, il y a ça. Et puis, il y a un truc très simple, c'est qu'en termes de service, la stratégie de Facebook, à l'origine, c'était clone or buy. Et aujourd'hui, ni l'une ni l'autre n'a fonctionné. Hein. Donc, on est vraiment je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Et je ne suis pas sûr que Zuckerberg soit la bonne personne pour attaquer le cycle suivant. En termes de leadership, tu penses quoi de Zuckerberg ? Je partage ce que tu viens de dire. Plus généralement, on a peut-être aussi une question de gouvernance. C'est-à-dire que c'est le problème du génie. C'est Marissa Mayer qui a fait le business. Hein, elle s'est barrée là. Voilà, donc clairement, Zuckerberg a fait un truc extraordinaire avec Facebook, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à regarder le film Social Network. C'est vachement accurate, hein. Qui est un très bon film. Moi j'ai lu l'histoire, j'ai lu ce qui s'est passé, et en fait j'ai vu le film, oui c'est un peu romancé, mais les moments clés sont tous présents dans le film, c'est très précis. Hein. Ouais. Et notamment ce qui est fabuleux, enfin moi je pourrais en parler assez longtemps de ce film, c'est que plusieurs semaines après le début de ce qui va devenir Facebook, il a une discussion avec son CFO et le CFO dit ce que dit un CFO, c'est-à-dire il nous faut un business model. Et Zuckerberg dit mais non, c'est trop tôt parce que nous ne savons pas ce qu'est Facebook encore. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça montre bien, et c'est vraiment tout à son honneur, qu'il se lance dans un truc dont il n'est pas vraiment capable de définir les contours. Il sait qu'il y a un truc, mais il ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir. L'idée de créer un nouveau réseau social, ça lui semble débile, puisqu'à l'époque, il y a MySpace. Alors, n'oublions pas que tous les experts
on conclut que MySpace avait gagné la guerre du réseau social, on est quand même en 2006, et que donc l'idée de lancer un nouveau concurrent de MySpace paraît totalement ridicule. Il y a même, j'en ai des copies sur mon PC, des articles déjà à l'époque qui expliquent que MySpace a un monopole et qu'il faut briser le monopole de MySpace parce que, alors on ne disait pas à l'époque les GAFAM, mais il y aurait eu sûrement un M pour MySpace. Enfin voilà. Et donc la question, c'est effectivement qu'aujourd'hui, Zuckerberg, il est donc évidemment extrêmement intelligent. Il a fait un boulot extraordinaire avec Facebook, mais il est en contrôle total de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'a aucune ouverture et les gens qui sont actionnaires peuvent rien en fait. Si lui décide de signer un chèque de 15 milliards de dollars, il signe un chèque de 15 milliards de dollars. Donc ça a un avantage, c'est qu'effectivement aucune partie de Meta ne peut lui résister s'il veut faire de l'innovation. Donc ça c'est le côté, comme c'est moi qui décide, eh bien on peut se lancer dans des grands paris. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, le grand génie, on sait aussi qu'il finit par se laisser emporter par son génie et faire de grandes erreurs. Donc, il est beaucoup trop tôt pour dire que Meta est une grande erreur, hein, mais on sait déjà que Meta est quelque chose de très cher. Mais derrière, il y a effectivement une question de gouvernance, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on laisser. Alors aujourd'hui, en plus, Meta est une entreprise cotée en bourse, hein, donc c'est quand même avec des gens qui ont mis de l'argent dedans. Et une gouvernance qui est quasi inexistante, puisque c'est lui qui décide de tout. Donc, encore une fois, ça a un avantage, puisque ça peut empêcher que la bureaucratie ralentisse l'organisation, mais il y a aussi un inconvénient, c'est que, et là aussi, on a des exemples dans l'histoire hein, de dirigeants, et pas que dans le monde de l'industrie, eh bien, qui se sont lancés dans des grandes aventures. Après en avoir réussi quelques-unes, ils en font une de trop et ça coule la boîte. Alors, encore une fois, il est évidemment beaucoup trop tôt pour dire si ça va être le cas, mais en tout cas, en termes de leadership, il y a cette question, et donc à la fois la question du grand génie, et Jim Collins a écrit un bouquin vachement bien là-dessus, hein, sur les grands génies, qui s'appelait Good to Great. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et donc lui, il distinguait ce qu'il appelait les leaders de type 4 et de type 5. Le leader de type 4, c'est un Zuckerberg, c'est-à-dire il est tellement intelligent qu'il fait un petit peu tout lui-même. Et après, il y a les leaders de type 5 qui sont un peu plus modestes et qui s'appuient sur des équipes, etc. etc. Il n'y en a pas de bons ou de mauvais, mais il faut connaître effectivement les limites des uns et des autres, quoi. Et puis derrière, ça pose un autre élément que tu évoquais, qui est qu'on peut avoir un entrepreneur qui est extrêmement doué pour la phase initiale de la startup, qui va justement faire tout ce boulot de avancer quelque chose auquel personne ne croit, être inventif, créatif, etc. Il y a aussi plein d'exemples, ce qu'il a fait avec Facebook. Mais peut-être effectivement qu'un entrepreneur ne devient pas forcément un bon gestionnaire, et surtout quelqu'un qui va pouvoir faire une nouvelle rupture par rapport à la rupture historique qu'il a faite. Donc ça pose des questions de transition de rôle, de leadership, etc., qu'on voit dans toutes les boîtes, notamment les boîtes qui sont je dirais, très soumises à l'innovation. Sur le plan du leadership, quand il a fait venir, il n'avait pas de business model. Quand il a fait venir Marissa Mayer a développé la publicité en fait. Ouais. Et Facebook est devenu à ce moment-là une plateforme publicitaire B2B. C'est Marissa Mayer qui a fait de Facebook une plateforme publicitaire B2B. Le très gros problème, c'est que ça, c'est un truc qu'on revoit très souvent dans les rapports sur Facebook. On va Facebook ou Meta, comme vous voulez. C'est la servilité des gens qui sont autour de Zuckerberg qui lui disent constamment qu'il est un génie. Le résultat, c'est que pour prendre une décision, il a quand même engagé 21 milliards de dollars sur 24 mois pour lancer Horizon World. C'est beaucoup, hein. 21 milliards, c'est le PIB d'un petit pays, quoi. 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, au bout d'un moment, ça finit par faire de l'argent. Ouais, mais bon, allez, on va changer les couleurs, 1 milliard. Bon, allez, c'est bon. Il y en a un peu plus, je te le laisse. Bon, voilà. Donc 21 milliards en 24 mois, ça commence à faire de la caillasse, hein, faut être honnête. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas entouré de gens qui peuvent te challenger, mais de gens qui sont serviles, quand tu dois prendre une décision ou que tu dois opérer un mouvement stratégique, à aucun moment tu vas rentrer dans la logique qui va être de devoir convaincre tes équipes ou prouver à tes équipes que le mouvement c'est le bon, puisque tes équipes sont serviles. À partir du moment où elles disent que tu as raison, à quel moment tu dois piocher en toi les ressources qui vont te permettre de démontrer le lien logique entre certaines actions. Et le fait de devoir piocher en toi, d'aller au bout de toi-même, construire un raisonnement analytique de haut niveau, ça te
permet de voir les défauts dans ton raisonnement et de le pousser plus loin et de l'améliorer, de le renforcer. Et c'est ça aussi le dialogue que tu vas avoir avec une équipe, avec un patron de BU par exemple, ou avec un directeur marketing. Ou Marissa Meyer s'en allant, il se retrouve seul en fait. Et il n'a plus personne pour mettre au défi ses idées. Et donc, il a confiance en quoi? Il a confiance en le génie qu'il est d'avoir lancé Facebook et d'avoir réussi avec Facebook. Mais si on regarde bien, Facebook a réussi, mais quels sont les produits qui ont été développés par Facebook, par lui-même en fait, hormis Facebook, qui ont été des très grands succès? Instagram, il l'a acheté. WhatsApp, il l'a acheté. Oculus, il l'a acheté. La plupart des gros services qui tournent aujourd'hui dans le groupe Meta sont des services qui ont été achetés. C'est un des problèmes qu'on a aussi avec Google. Je vous encourage tous à aller sur un site web qui est... le cimetière de Google. Allez sur le cimetière de Google et vous verrez, la plupart des produits de Google qui fonctionnent aujourd'hui sont des produits qui sont achetés. Le produit phare de Google, c'est quoi? C'est Google, qui a été conçu par les 2 fondateurs de Google, c'est sûr, mais le deuxième produit, c'est YouTube. YouTube a été acheté. Je vous encourage à voir la première vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube, qui est une après-midi au zoo. Et ce sont les services qui ont été achetés. Ils en ont un 3e produit quand même. Vas-y, balance. Ah bah c'est Android. Ouais, Android, bien entendu. Ouais, tout à fait Android. Alors qui est un produit ultra stratégique. Mais Android a été acheté aussi. Le code source d'Android a été acheté, il n'a pas été développé en interne. C'est pour ça j'ajoutais tout de suite que lui aussi a été acheté. Alors, il a été un peu primitif, mais pour la petite histoire, j'ai vendu une licence à l'entreprise qui a ensuite vendu son OS à Google. Mais bon, c'est une toute petite... Mais tu t'es fait tellement de pognon. Non, pas vraiment. Mais non, donc Google a lancé Android, mais effectivement qui avait été acheté. Mais enfin, là, il y a une vraie vision stratégique, etc. Mais oui, Google, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous, vous avez remarqué qu'il y avait eu là aussi, avec Alphabet, la scission entre, on va dire, le business historique qui produit du cash et puis des nouvelles activités qui ont, de fait, du mal à émerger. Ça, exploration, exploitation, mais c'est compliqué. Voilà, on retrouve la grande difficulté de ces boîtes qui ont eu un incroyable succès avec un premier business et qui ont du mal à se renouveler parce que c'est difficile. Il ne faut pas non plus sous-estimer. Alors, on a des gens qui sont extrêmement brillants, qui ont de l'argent, qui ont des moyens et qui pourtant se plantent, ce qui montre bien que c'est très, très, très difficile de faire de l'innovation une répétition, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme ces groupes, on appelle ça en anglais les one-hit wonder, c'est-à-dire qu'ils font un méga tube et après, plus personne n'en entend parler. Puis à côté de ça, vous avez, je sais pas, les Rolling Stones, par exemple, qui, 60 ans après, continuent à faire des tubes, etc. Continuent à taper dedans. C'est vrai. Voilà, de répéter des actes d'innovation, c'est vraiment très, 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 très difficile. Alors, effectivement, Evin parle de Microsoft. Alors ça, J'allais parler de Microsoft juste après, parce que justement, c'est contre-exemple pour moi. Voilà, Microsoft, ils étaient très très mal en 2012 parce qu'ils avaient quand même foiré la téléphonie mobile, le social. Non, mais ils avaient tout raté. Ils avaient plus que Office et l'OS était quasiment gratuit. Ils avaient tout raté en fait. Voilà, donc en 2012, Microsoft est en très mauvaise posture, sauf que depuis, enfin, ils avaient dans les cartons Office 365, mais qu'ils avaient évidemment pas voulu pousser parce que ça bouffait leur licence de Office normale. Donc là, on avait un conflit, conflit de modèle d'affaires, mais il a fallu le changement de dirigeant pour que le nouveau dirigeant, qui est quand même assez compétent, dise non, on va tout miser sur le cloud, donc ça va donner Azure et 365, qui sont les vaches à lait. Et puis aussi, ils ont de très bons produits dans tout ce qui est small business, que je connais beaucoup moins, mais quelqu'un m'a fait remarquer ça récemment. Donc, en santé, ils sont très performants. Ouais, voilà. Ce qui est intéressant avec Microsoft, c'est qu'on a là une boîte qui a multiplié des paris, mais beaucoup moins dans le côté 21 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est des paris à plus petite taille, alors petit étant très relatif, bien sûr, qui en a perdu quelques-uns, téléphonie mobile, search et social notamment, et qu'en a gagné d'autres. Donc Microsoft est plutôt assez bon dans la capacité à encaisser des échecs et des réussites. Oui, mais il y a aussi un autre élément. Comme ça. En termes de leadership, on a clairement sur Microsoft des fondateurs qui se sont dit on arrive au bout d'un cycle et là pour ce cycle, ce nouveau cycle,
il nous faut du sang nouveau. Il nous faut des gens qui vont penser différemment et qui vont pas être dans le past dependency. Le past dependency, c'est quand on est dépendant, les actions à venir sont dépendantes des actions passées. Il fallait une rupture. Et effectivement, l'intelligence de Gates, c'est de voir que le cloud se profile à l'horizon, qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Ils ont fait des erreurs, hein. Ils ont fait pas mal d'erreurs, mais ils sont allés de l'avant avec du sang nouveau, avec des gens qui pensaient différemment. Et c'est peut-être ce que fait pas Facebook aujourd'hui. Et Google, c'est un petit peu différent parce que Google a opté pour une structure hyper plate. Enfin, on est sur un mode de leadership qui est quand même très différent. Mais quand on compare Microsoft et Facebook avec des fondateurs qui à un moment sont partis pour que d'autres arrivent avec des idées fraîches, ben, l'impression que j'ai sur Facebook, c'est je suis le fondateur, ces idées fraîches, moi je vais les avoir, j'en aurai tout le temps parce que j'ai conduit cet acte de génie qui est de créer Facebook. Et donc la nouveauté, elle viendra toujours de moi et je vais aller plus dans l'environnement pour faire des choses nouvelles. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il est paralysé par la peur de rater le prochain mouvement stratégique Zuckerberg. Résultat, il joue petit bras. Je ne sais pas si c'est un joueur de tennis, mais Petit ça me bras, fait... 21 milliards de dollars, je sais Eh ben pas, c'est mais- ça justement. Petit bras, 21 milliards de dollars. C'est que il est petit bras sur l'ambition de l'action. Et par contre, quand il faut sortir le pognon, il le sort. Résultat, c'est 21 milliards de dollars en 24 mois. Ça lui a fait diviser sa fortune personnelle par 4. Ouais. Et là, la question commence à se poser parce que ça commence à ruer dans les brancards chez les investisseurs. Ils sont pas très puissants, hein, mais ils commencent à gueuler un petit peu et Alors, il y ça a, fait des ordres. je regarde dans les questions, hein, il y a Mélissa qui évoque évidemment dans tout ce qu'on dit Elon Musk, hein. Alors, c'est aussi un gros Ah, on en sujet parle de d'actualité. Musk. Et Elon Musk, c'est assez semblable, c'est-à-dire qu'on a là encore un cas du grand génie, parce que, alors là, lui, il a fait quand même avec Tesla, il avait déjà une première start-up, et Mais pas là avant. voilà, donc, et Tesla, alors moi, je connais des gens qui ont bossé pour lui, donc enfin, le type est complètement fou. C'est vraiment très très dur de bosser pour lui. Mais enfin, il a fait Tesla, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Et puis après, il fait Il a SpaceX. racheté Tesla. Il n'est Oui, pas fondateur de Tesla. La boîte a été montée, ensuite il l'a voilà, racheté c'était et un il a tout petit viré le truc, fondateur mais enfin, d'origine. voilà, il Mais est c'est quand lui qui même. l'a structuré, qu'on a fait la boîte que c'est Voilà. aujourd'hui. Voilà. SpaceX, c'est lui quand même, hein, Ouais, sauf c'est vrai. erreur, il le crée de toutes pièces et il le crée vraiment avec l'idée complètement disruptive qui fait hurler les experts à l'époque. Donc, on retrouve là effectivement un type qui est vraiment génial, qui fait quand même au moins deux. Alors, dans le solaire, c'est un peu moins brillant, sans jeu de mots, mais au moins sur tout ce qui est, tout ce qui est Oui, elle spatial était bien. et Elle était automobile. bien. C'est pas mal, hein. Tout ce qui est spatial automobile, c'est quand même tout à fait effarant de réussite. Mais c'est un gars qui est imbuvable pour lequel on travaille. Donc là, il y a effectivement le risque que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne plus être entouré que de gens qui sont d'accord avec lui et qui n'osent plus le confronter. Donc, on le voit peut-être à l'œuvre avec ce qu'il est en train de faire avec Twitter, hein, puisque c'est le mec, il arrive à la tronçonneuse hein, quand même. Alors Donc, allons-y, parlons de Twitter. Est-ce que Twitter allez, a de l'avenir à vas-y. ton avis? Que bon, alors question rhétorique, hein, parce que on sait déjà qu'on n'est pas du même opinion, on n'a pas la même opinion sur Twitter. Alors vas-y, Bah, donne-nous ton non, opinion sur moi Twitter. je serais beaucoup. Enfin, moi j'essaie toujours d'être très très prudent. Je considère que Twitter c'est un outil extraordinaire. Moi je l'utilise beaucoup comme source d'information. Après effectivement, il y a une difficulté stratégique qui est le rôle politique que joue Twitter et qui est la même difficulté pour Facebook. Auquel des gens qui ont une formation purement technique, ou en tout cas une vision du monde purement technique, ont du mal à échapper. Alors après, ce qu'il fait chez Twitter, vu de l'extérieur, ça a l'air très très chaotique, puisque je crois que quand il a licencié les codeurs sur la base du nombre de lignes de code qu'ils avaient Ah écrit ouais, dans le le trois mois derniers mois. précédent. Voilà. Alors, il faut quand même une singulière inculture informatique pour évaluer quelqu'un en fonction du nombre de lignes de code, parce qu'il y a 3 lignes de code qui peuvent être bien plus cruciales que 1000 lignes Ouais, ça dépend dans la du pièce à côté. framework que tu utilises. En plus, il y a des codes qui sont plus verbeux que d'autres. Oui, Voilà. il a demandé aux ingénieurs informaticiens d'imprimer les 3 derniers mois, les lignes de code des 3 derniers mois. Et alors, ce propos est revenu très souvent chez les gars qui ont été licenciés, qui parlent sur Twitter aujourd'hui.
Et ils disent, le gars m'a dit que j'ai pas fait assez de lignes en fait. Et Voilà, ça, c'est voilà. revenu, c'est beaucoup revenu chez les gars qui ont été licenciés. On a quand même plus de 3000 personnes qui ont été licenciées, hein. Alors, Et 10% qui ont été rappelés le week-end suivant. oui, bien sûr, ben ça c'est toujours comme ça Bah parce oui, que on s'aperçoit. tu fais comment? Elle tient pas la boutique. Donc on sait bien qu'on n'évalue évidemment pas la performance d'un programmeur sur le nombre de lignes de code qu'il écrit ou qu'elle écrit, hein, ça serait trop simple sinon. Donc si c'est avéré, et il semble que ce soit avéré, c'est quand même très simpliste, et extrêmement destructeur. Bon, après, il y a eu le cafouillage sur. Moi, j'ai plus rien compris à la fin, hein, sur le tic en Les blue ou certifications. pas. On paye pas. C'est certifié mais pas certifié. Enfin, donc je crois qu'il s'est un peu emmêlé les pédales. Donc voilà. Alors après, la question, effectivement, là, c'est la question à quelques milliards de dollars, hein, sur l'avenir de Facebook. Moi, je pense que rien peut remplacer, pardon, Twitter, que rien peut remplacer Twitter, parce que. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé chez Mastodon. Moi, j'ai essayé. Alors, on m'explique qu'il faut que je choisisse un serveur. Déjà, au bout de 10 minutes, je ne comprends plus rien. Ouais, c'est le chaos, hein. Ouais. Donc là, Twitter, ils ont un monopole, en fait. Donc, c'est les dangers du monopole, c'est-à-dire que le monde a besoin d'un Twitter. Et donc, tout le monde va faire en sorte que Twitter réussisse. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment que Musk fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts pour que Twitter meure. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative techniquement à Twitter, clairement. Et il y a un besoin. Il y a des réseaux locaux. Mastodon, en fait, est une sommation. C'est un réseau de réseaux, en fait, Mastodon. C'est une boîte allemande. C'est un réseau de réseaux. C'est des bulles, en fait, locales, hein, sur des serveurs locaux. Et c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème de la latence, en fait. Le problème que Twitter n'arrive pas à résoudre. Bon, vous avez tous été sur Twitter à un moment où il y a une latence. Vous postez un tweet, il apparaît pas ou il apparaît 2 fois. Enfin, on a tous vécu ça. Moi, je crois beaucoup en Twitter. Et je crois que Elon Musk est un problème pour Twitter. Et je crois beaucoup à la résilience du réseau. Je pense que si Musk est un peu intelligent, il va nommer un DG et il va s'écarter. Il va rester propriétaire, mais il ne faut pas qu'il dirige Twitter. Je pense que Musk est pas compétent pour diriger Twitter. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Je pense qu'il n'est pas compétent pour gérer un réseau social. Ce mec, il vient de la tech. Son expertise, elle est technologique. Dès qu'on parle de comportement, j'ai l'impression qu'on parle chinois à Musk en fait. Sur la Tesla, il a optimisé, sur l'entreprise, il a optimisé les chaînes de production. Quand il a commencé à s'engueuler avec les investisseurs, il a optimisé les chaînes. Il paraît qu'il a dormi pendant 3 semaines dans une des usines pour optimiser les chaînes de production. Alors ensuite, il y a beaucoup de mythes, hein, autour de Musk, mais moi je crois que c'est un mec de la tech, Musk. Je crois que c'est un mec qui a du mal à comprendre les comportements des gens, les ambitions des gens, les attitudes, les émotions, ce genre de choses. Je pense qu'il est un peu éloigné de ça, il est un petit peu obtus là-dessus. Et donc Twitter, c'est exclusivement du management de l'émotion en fait. Certains disent que c'est du management de la colère, mais c'est du management de l'émotion. Les gens tweetent très souvent, c'est du contenu informatif, mais les réactions sont très souvent émotionnelles. Donc moi, Alors, Thomas évoque Discord comme remplacement. ah Qu'est-ce bah que tu en Discord penses? vient de se prendre une très grosse amende là, parce qu'il y a un très gros problème sur la gestion des données sur Discord. Discord, moi j'y suis présent depuis très longtemps, hein. Pour moi, Discord n'est pas une option. Discord a failli l'être. Discord aurait pu l'être. Il y a eu une proposition de rachat de 1,4 milliard, je crois, ou 1,6 milliard il y a 18 mois par Microsoft. Et Discord voulait en faire un Slack plus, en fait. Et Microsoft voulait en faire un Slack plus. Et l'offre a été refusée. Aujourd'hui, Discord a peine à s'ouvrir à d'autres communautés que les gamers. Les codes de Discord sont des codes très gaming. Enfin, on pourra parler de Discord, mais Discord, c'est très niche encore. Non, non, de manière globale, il n'y a que Twitter. Et on a besoin de Twitter. Enfin, le monde a besoin aujourd'hui d'une plateforme neutre. Enfin, revenez sur les pays où il y a des autocraties, où les gens sont arrêtés. Enfin, Twitter est très souvent le seul Ce moyen de qui est communiquer, hein. intéressant là, c'est que ça. Je vais un peu m'éloigner de mon domaine, mais juste pour lancer une petite piste, hein, qu'on va pas forcément creuser, mais là, on peut peut-être parler de monopole naturel, hein. En économie, il y a des Ouais. monopoles de fait, comme un cours d'eau ou un truc comme ça. Et là, on arrive dans ces situations. C'est peut-être un peu moins vrai pour Facebook, mais pour Twitter, on dit, bah, je reprends ce que tu viens de dire, c'est un outil
plusieurs d'entre vous le disent dans le chat, hein, c'est un outil qui est nécessaire, qui remplit un rôle social, économique important, et donc qui est le seul à peu près à pouvoir le remplir, puisque tu viens de l'évoquer, il n'y a pas encore vraiment d'alternative de toute façon. Non, on sauf n'en dans a pas certaines niches. aujourd'hui, on n'en a Voilà. pas. Hein. Et donc, sujet d'économie, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que Twitter ne devient pas un monopole naturel et donc peut-être soumise à certaines règles auxquelles ne serait pas soumise une entreprise, entre guillemets, normale, c'est-à-dire qui aurait une part de marché pas suffisamment significative pour avoir trop de poids. Un peu comme ce qu'on a en finance. Vous savez qu'il y a des régulations qui fait qu'à partir d'une certaine taille, vous êtes considéré comme ayant un impact systémique et donc vous avez des règles particulières à partir d'une certaine taille. Alors, je ne pourrais pas vous donner les détails, hein, mais que certaines institutions financières sont telles, ça c'est un héritage de Lehman, hein, que tu évoquais tout à l'heure, certaines entreprises financières sont tellement grandes, certaines banques ou assurances sont tellement grosses que leur échec aurait un impact systémique et donc elles sont soumises à une régulation particulière. Peut-être, et je vais m'arrêter là parce que là c'est vraiment un sujet de régulation, mais qui est à la fois politique, économique et profondément technique, que Twitter a un rôle tellement important que peut-être, à un moment donné, il va être considéré, peut-être par certains États, l'Union européenne ou même les États-Unis, qu'il a un rôle particulier. Le service public. Dans des territoires dangereux, hein, mais... Twitter aujourd'hui, enfin, il y a un très gros paradoxe qui est lié à Twitter, l'essence même de Twitter. Twitter aujourd'hui, c'est du service public. Parce que les États communiquent de fait, en fait. Les États, les administrations publiques, tout le monde, enfin, toutes les informations publiques. Il y a énormément de journalistes de terrain qui, avant d'écrire un article, postent les informations sur Twitter. Ouais. Donc, il y a ça. Mais Twitter, c'est que 320 millions d'utilisateurs, officiellement. Ça en fait le 12e ou 13e réseau social du monde en termes de fréquentation. Et ça pose un souci parce qu'en fait, dans la réalité, on ne sait pas bien. L'ancienne équipe dirigeante de Twitter disait qu'il y avait environ 5% de bots. L'expérience nous indique aujourd'hui, il y a eu pas mal de tests sur les échantillons. Aujourd'hui, il y a des gens qui quand même susurrent que c'est plutôt entre 15 et 25%. Tu vois, ça. Donc, quand tu dis qu'il y a 320 millions d'utilisateurs uniques et que tu prends 5% de bots ou 15% de bots, c'est plus le même poids. Hein. Et pourtant, en termes de circulation de l'information et du poids dans nos vies à nous tous, le poids de Twitter, il est absolument considérable. Si tu regardes bien, Twitter affecte plus nos vies que Facebook. Facebook, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs. C'est le premier réseau mondial. Ben, Facebook affecte moins nos vies que Twitter. Moi, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, j'étais en ligne à ce moment-là. À 5h et quelques, j'étais en ligne, je suis allé sur Twitter. Je ne me suis pas posé la question où est-ce que je pourrais trouver l'info. Bien sûr. Et on est plein à avoir fait ça. Thomas, c'est que, en fait, alors peut-être pour rebondir un peu sur ce que je disais, c'est que alors, Twitter est déjà régulé, hein, puisque vous avez des gens qui sont condamnés pour des tweets, et ça, c'est une bonne chose quand il y a un appel à la haine raciale ou des choses comme ça. Donc, on dit souvent que les réseaux sociaux sont pas régulés et tout, ce qui est totalement faux. Vous savez qu'il n'y a pas d'anonymat sur Twitter. Hein. S'il y a une commission rogatoire, on sait qui est l'auteur du compte. Donc, alors, oui, on va en parler de ça. Il y a déjà de fait une régulation. Alors, j'avais une question. Alors, je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que tu as complètement raison. Il n'y a pas d'anonymat en ligne. Ma femme est procureure, hein, on en avait déjà parlé. Il n'y a pas d'anonymat en ligne. Sauf que quand mon épouse demande l'identité de la personne derrière l'adresse IP, Twitter va mettre 2 ans pour la donner. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas d'anonymat en ligne. Ça, c'est une réalité. Il faut que tout le monde entende ça. Hein. Il n'y a pas d'anonymat en ligne. Tout le monde peut être identifié. Les gens qui savent être anonymes, c'est 0,1% des gens qui sont en ligne. C'est vraiment très difficile d'être anonyme. Donc il n'y a quasiment pas d'anonymat, sauf que les grosses plateformes, elles foutent de l'inertie partout en fait. Et quant au procès pour haine raciale qui s'appuie sur des propos tenus sur Twitter, des fois, ça prend 2 ans ou 3 ans.
Bah, Et alors, il est là le c'est problème. aussi vrai de la justice en général. Je pense que ta Ouais, femme elle est aussi. engorgée, ouais. Ouais, tout à fait, c'est vrai. On peut en profiter pour parler un peu de LinkedIn, justement, parce que Ouais. là, il y avait une question de Thomas Ah, ça va être méta, on parle de LinkedIn sur LinkedIn. Voilà, on va tous les passer en revue. Moi aussi, je suis un grand fan de LinkedIn, je l'utilise beaucoup. C'est un gros référent sur mon blog, racheté par Microsoft, interface calamiteuse, ça ne s'améliore pas avec le temps, mais ça reste un outil formidable. Alors, l'un d'entre vous disait que, toujours Thomas, qu'il y avait de plus en plus de posts politiques. Comment tu vois LinkedIn aujourd'hui, toi, justement, Jean-Philippe? Bon, Point de LinkedIn, situation, évolution. LinkedIn, c'est bon, on va en parler hein, parce C'est que ton premier amour, LinkedIn, en fait. bon, en fait, moi j'étais dans mon premier amour, c'est Twitter. Ah oui. Et ensuite, je suis arrivé sur LinkedIn. Sur Twitter, j'avais beaucoup d'abonnés, hein, j'avais plus de 10 000 abonnés, mais il y a très longtemps. Et en fait, sur Twitter, je trouvais l'ambiance très toxique. Peut-être que c'était moi à l'époque qui n'arrivais pas à la gérer, c'était il y a longtemps, hein. Et en fait, j'ai arrêté de suivre plein de monde, j'ai viré plein de monde, je suis descendu très bas. Et là, j'avais plus que des copains et je trouvais Twitter sympa. Et c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à LinkedIn, donc il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans. Et je sais pas depuis combien de temps je suis sur LinkedIn. Moi, je trouve qu'il y a un virage LinkedIn depuis l'année dernière, avec un très gros arrivage de personnes qui étaient déjà présentes sur Instagram et qui utilisent LinkedIn comme Instagram. Et donc aujourd'hui, moi, je trouve que la qualité... en fait, c'est très simple. Il y a un truc qu'on appelle l'algorithme de la médiocrité. L'algorithme de la médiocrité, c'est le fait que les gens vont avoir tendance à interagir avec un contenu médiocre de manière plus importante qu'avec un contenu de qualité. Quand vous lisez un contenu de grande qualité, en général, vous lisez, il y a très peu de gens qui interagissent. Avec un contenu médiocre, ça fait appel à vos émotions, et là, vous allez interagir de manière négative, mais vous allez interagir. Les algorithmes qui sont utilisés par LinkedIn sont incapables de différencier un engagement négatif d'un engagement positif. Donc, tous les acteurs sur LinkedIn, tous les créateurs de contenu qui génèrent des engagements négatifs sont boostés par la plateforme. Le résultat, c'est qu'on voit énormément de contenus extrêmement médiocres sur LinkedIn qui aujourd'hui font du 100 000 vues, 150 000 vues, 1 million de vues et des contenus de très faible qualité ou alors des contenus parfois presque insultants ou enfin des contenus très médiocres, hein. Je t'ai donné un exemple, hein, Dorit Naon par exemple, ce sont des contenus d'un niveau de qualité qui sont extrêmement faibles. Moi, je cite des noms, hein. Et ce sont des contenus qui sont d'un niveau de qualité qui sont extrêmement faibles et qui sont propulsés très très fortement sur LinkedIn. Alors, il y a un truc dont il faut avoir conscience absolument, c'est que nous sommes des OS sur les plateformes. Nous sommes des ouvriers spécialisés sur Oui, les ouais, plateformes. c'est pas operating system. Non, 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 ouvriers spécialisés. C'est-à-dire que l'algorithme change tout le temps, il va être en notre faveur ou en notre défaveur, on n'a aucun contrôle. Que vous produisez du contenu de qualité ou du contenu qui est médiocre, si c'est l'algo qui va décider de vous diffuser ou pas. Et le résultat, c'est que ça donne quand même une impression sur LinkedIn depuis quelques temps que ils ont un peu perdu la main sur l'algorithme et que c'est devenu n'importe quoi en fait. Moi, il y a des trucs qui me sont proposés qui sont effarants, hein. Et donc LinkedIn, je trouve ces derniers mois que la plateforme est décevante. Voilà. Et toi? Ah bah, moi, je t'ai dit, j'ai peut-être moins de vues sur cette baisse en termes Oh, de mais t'as qualité. beaucoup d'abonnés hein, quand même, hein, donc tu J'ai dois à peu voir quand près même les contenus 18 qui 000 remontent. abonnés, un truc comme ça. Donc, sur des contenus qui restent quand même plutôt spécialisés. Donc, je suis moins. Puis pour des raisons pratiques, je suis moins de comptes. Je suis toujours effaré par les publicités qui me sont proposées. Alors, c'est vraiment hallucinant de décalage avec mon profil. Moi, j'ai constamment des propositions pour me former au digital, par exemple. Ah bah, tu devrais y songer, On m'a Jean-Philippe. proposé un MBA à plusieurs reprises. Je devrais y songer. Non, non, moi, c'est plutôt, on me propose régulièrement des systèmes de nettoyage industriel. Enfin, c'est un des rares trucs qui a absolument aucun rapport avec ce que je fais. Donc là aussi, ça pose question sur ces algorithmes qu'on nous vante tout le temps en termes publicitaires, parce qu'en termes de ciblage, c'est quand même assez étonnant. Et je me rappellerai toujours, alors à l'époque, j'ai été sur Facebook très, très brièvement, et j'avais rempli quasiment aucun élément de ma fiche personnelle, donc j'avais juste mis les trucs obligatoires. Et donc, j'avais notamment pas mis mon statut personnel, c'est-à-dire si j'étais marié, en couple, etc. Et donc, ils en avaient déduit que j'étais célibataire et que donc j'étais nécessairement à la recherche de l'âme sœur. Et donc, la quasi-totalité des publicités que j'avais dans Facebook, c'était des sites de rencontres.
à des degrés plus ou moins osés, je vais dire, mais enfin, c'était assez plaisant de voir sur la page de droite toutes ces jeunes filles qui s'intéressaient beaucoup à moi. Donc l'algorithme m'avait semblé quand même un peu faiblard, parce que à partir de simplement le fait que je n'avais pas rempli l'information célibataire ou pas, ils en avaient déduit plein de trucs. Donc bon, depuis, je suis plus sur Facebook depuis une bonne dizaine d'années, donc c'est voilà. Mais en tout cas, LinkedIn reste quand même un outil pro. C'est un peu son image, hein, c'est-à-dire un domaine dans lequel, alors avec les nuances que tu apportes, hein, ça reste encore aujourd'hui vu comme un domaine plutôt professionnel, dans lequel les infos perso restent quand même assez limitées, à part j'ai un nouveau job, etc. Mais mon sentiment, c'est que s'ils mettent ça en danger, bah, ils mettent, ils mettent le positionnement de la plateforme en danger. Mais tu Alors, ils trouves vont y pas que c'est gagner le de cas là l'audience, mais... actuellement? Pardon? Moi, je trouve justement que le positionnement de la plateforme est en train de changer et que c'est devenu un positionnement qui est en train de se... Et justement, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à Facebook. Moi, je trouve que ça ressemble à Instagram, en fait. Et je trouve que le positionnement actuel de LinkedIn est un positionnement qui tend vers le positionnement d'Instagram. Et c'est quelque chose que je trouve inquiétant parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à aborder les sujets qu'on aborde sur Instagram, hein, les 3 sujets qui marchent le plus sur Instagram, c'est le lifestyle, la cuisine et le tourisme. À partir du moment où tu commences à aborder des sujets de ce type-là, tu te retrouves, euh, comme l'algo pousse ses contenus, il y a moins de place pour les contenus qui sont propres aux problématiques de LinkedIn, en fait. Ouais. Et bah oui, parce que sur ton fil d'actualité, il y a un nombre de places qui est limité. Donc dès que tu pousses ces contenus-là et que tu vois plus ces contenus, déjà ça fait appel à certaines émotions chez nous, hein, qui ne sont pas forcément les meilleures. Et deuxièmement, ça laisse moins de place dans le fil d'actualité pour ce que les gens viennent chercher. En l'occurrence, je sais pas moi, trouver un job, trouver un salarié, trouver un fournisseur, trouver un client, enfin le boulot en fait. Et, et moi, le plaisir que j'ai à être sur LinkedIn, c'est que bah, toi et moi, on est dans la même situation. On exerce notre métier avec passion, en fait. Notre boulot, c'est notre passion. Moi, j'ai des questions qui me sont souvent posées. C'est quoi tes hobbies? Ben, moi, des hobbies, j'en ai pas. En fait, le truc. Non, mais on en avait déjà Ah, parlé. mais je Hein. suis pas seul alors. Non, mais oui. Moi, et en fait, ça a été sujet de blague. Nos auditeurs se sont foutus de ma gueule il y a quelques mois parce que ma femme m'a dit maintenant, tu trouves un hobby. En fait, parce que moi, je travaille tout le temps, en fait, et toi aussi. Hein. Donc, le hobby, c'est le tennis. Donc, je joue 2 fois par semaine au tennis maintenant. Tu vois. Mais bon, notre métier, c'est notre passion. Donc, on en parle avec passion sur LinkedIn. Donc, le résultat, c'est que pour moi, LinkedIn, c'est un lieu où je partage mes passions et où je discute avec les gens de ce qui nous passionne, en fait. Et quand il y a énormément de contenus qui n'ont plus rien à voir avec ça, eh ben, je me retrouve avec mon fil d'actualité où bah, enfin, je m'ennuie, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, je m'ennuie. On a eu une discussion tous les deux, peut-être que ça vaudrait la peine d'en Vas-y, reparler balance. un petit peu, Tu tu sais, balances des données privées? sur le fait que certains postes sont mis en avant ou pas. Tu sais, moi c'est vrai que j'ai une forte variation. J'ai certains postes qui vont faire un carton, d'autres qui vont plutôt pas bien marcher, alors que de mon point de vue, et j'essaie d'être assez honnête, 2 postes de qualité équivalente, il y en a un qui va cartonner et l'autre qui va faire un truc plutôt moyen. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, on en a parlé un peu, hein, mais ce qui va faire qu'à un moment donné, un poste va cartonner, mais vraiment cartonner, et un autre va avoir un résultat plutôt moyen. Alors qu'en fait, encore une fois, la qualité semble être la même. Je te dis, je pense qu'ils ont perdu en partie le contrôle, ils ont perdu en partie la main sur leur algorithme. C'est le cas pour Facebook. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple de Facebook. Il y a eu énormément de tests sur Facebook. On s'est rendu compte que avec les conditions d'élimination de posts toxiques, normalement, il ne devrait plus y avoir de posts toxiques sur Facebook. Et il se trouve que la plateforme viralisait certains contenus qui devaient être mis de côté. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme faisait le contraire de ce qui était prévu. Des posts qui étaient marginaux, donc moins de 1,5% ou moins de 2,5% des posts qui devaient être écartés se retrouvaient viralisés par l'algorithme. Par l'algorithme, c'est l'algorithme qui les viralisait. Ça veut donc dire qu'en fait, l'algo faisait exactement le contraire de ce pourquoi il avait été conçu. Ben, je pense qu'il se passe un peu ces choses-là avec LinkedIn aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est pas jouer à l'apprenti sorcier, en fait. C'est juste que quand tu stratifies un algorithme, donc tu mets des conditions, t'en rajoutes, eh ben, il y a des conflits, mais il n'y a plus personne qui a l'historique complet des modifications. Et le résultat, c'est que ces conflits, moi j'ai appris quand j'étais gosse, j'avais 8 ans, j'ai appris à coder en basique.
Hein. Honnêtement, en basique, hein, donc c'est un langage basique, hein, et j'ai appris en Python après. Mais le truc est très simple, hein, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour te rendre compte que quand ton code il est super super long, hein, c'est peut-être que tu as des boucles qui déconnent et que plus il est long, plus tu as de probabilité qu'il y ait des boucles qui ne soient pas fermées. En fait, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que plus le truc est complexe, moins tu auras de possibilités à le C'était le comprendre. problème de basique. C'est pour ça que plus personne Ouais, c'est vrai. basique. Enfin, Alors, on a basculé en langage objet après, mais ouais. moi, j'ai codé sous AK, par exemple. Hein, donc, c'est très compliqué, langage objet, mais le truc est très simple. Plus ton code il est compliqué, AK, c'est quoi AK? c'est un framework pour faire tourner du langage objet. Mais bon, c'est pas très important. Tu me fais peur. Non, mais Il y a A de quelqu'un qui KA, demande- je vous il y a- encourage à aller jeter un œil, c'est génial. Il y a quelqu'un qui demande des news de Viadeo. Rions un peu. Ah, Viadeo. Attends, je me demande si c'est encore en Julien. ligne. Bah, moi, Viadeo, j'ai été inscrit, mais c'était quoi, il y a 15 ans? On a tous été inscrits sur Viadeo. Pardon? On a tous été inscrits sur Viadeo. Voilà. Mais après, c'est vrai que je dois encore avoir un compte. Ça a été racheté par JDN. J'y suis pas allé depuis. Non. Alors, qui est-ce qui a posé cette question-là? Parce que c'est très important. Julien. Qui ça? Julien. Julien, il faut avoir du respect pour les morts, en fait. C'est vraiment très important de respecter ceux qui ne sont plus avec nous. Ok. Alors, un truc Ils ont intéressant. droit à notre respect. Moi, je vous encourage à aller jeter un œil sur le documentaire sur Orelsan qui est sur Prime. Parce qu'à un moment, il en parle même pas mal. Il parle de réseaux sociaux et il parle de réseau dont on parlait tout à l'heure là sur la musique. Là, le nom m'échappe. Hein. De quoi? Le réseau social dont on parlait tout à l'heure, qui était avant Facebook, qui a été tué par Facebook. Ah, MySpace. MySpace, voilà. Et il parlait de MySpace. Et il expliquait, moi, MySpace, j'y étais tout le temps. Et au début, il n'y avait personne. Et je publiais, j'interagissais avec les gens. Et je me disais, c'est fou parce que ce qu'il est en train de décrire, c'est exactement la méthode qu'on utilise aujourd'hui pour avoir une audience. Et en fait, c'est comme si en fait, le truc avait été figé dans le temps. On a des features dans tous les sens. On a des trucs qui sont hyper sophistiqués. On a des plateformes qui arrivent avec des vidéos courtes ou des vidéos qui sont dosées pour les comportements des gens. Mais à la fin, l'enjeu, c'est toujours le même. Publier beaucoup, du contenu de qualité et discuter avec les gens. Et ça m'a fait du bien de voir ça, en fait. Ça m'a fait du bien de voir que ce qu'il disait, qui était au niveau comportemental, en fait, il y a 15 ans, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait sur les plateformes sociales? Oui, l'algorithme de LinkedIn, il déconne, c'est clair. Facebook, c'est tout pourri. Oui, c'est vrai. Mais à la fin, sur les plateformes sociales, qu'est-ce qu'on fait? On discute avec des gens, en fait. Oui, ils sont derrière un écran. Oui, on parle de sujets qui varient. Oui, des fois, les fils d'actualité, c'est une catastrophe. Mais à la fin, quand tu regardes bien, les gens on discute avec des gens et les gens avec qui on échange, on essaie de partager des idées de la manière la plus, je vais dire, pacifique possible. Ça, c'est pour mettre de côté Twitter, hein, parce que c'est moins pacifique Twitter. Mais on essaie de discuter avec des gens qui sont distants, en fait. Et ça, l'essence de ça, c'est l'essence du métaverse. C'est la même essence, en fait. Le métaverse, c'est un endroit où on rencontre des gens. Pour des choses différentes, mais c'est un endroit où on rencontre des gens. C'est la même essence, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense que les métaverses vont remplacer les plateformes sociales. Et alors, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Je ne peux pas dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et je note que tu en parles au pluriel, c'est ça qui est important. Les métaverses, c'est fondamental, bien sûr. Ouais, c'est les métaverses. Horizon World sera plus avec nous, hein, probablement. Horizon World était à 300 000 utilisateurs en janvier, ils sont à 200 000 maintenant. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le mouvement du début, c'est très compliqué parce que ça crée de l'inertie, c'est très compliqué de rattraper. Des plateformes. En fait, tous les systèmes de plateformes, personne n'y vient parce qu'il n'y a personne, ou tout le monde y vient parce qu'il y a tout le monde. Ouais, il y a une impulsion. Ouais. C'est le néant. TikTok s'est lancé en faisant 6 mois de publicité hyper intensive sur YouTube. Et surtout, alors moi je connais, parce que TikTok avant ça s'appelait pas TikTok. Oui, tout à fait. Il s'appelait Musical.ly. Exactement. Et ça rejoint ce que TikTok n'est pas une boîte chinoise, c'est une boîte américaine. Voilà. Et Musical.ly au début, c'était un truc qui permettait de se faire une petite vidéo de musique. Ouais, c'était du karaoké. Hein. Voilà. Et ma fille l'utilisait, donc ça devait être en 2006. Et on est encore une fois dans l'exemple d'une innovation qui se lance sur un truc très spécifique, hyper spécifique. Hein, c'est vraiment pour des ados faire un petit clip musical super simple, bien fait, mais pas non plus très sophistiqué. C'est pas révolutionnaire du tout. Hein.
Non, et ça marchait super bien. Et à un moment, justement, ma fille m'a dit, ah, bah maintenant ça s'appelle TikTok. Je me suis dit, c'est débile comme nom, comme quoi il faut se méfier de ses intuitions. Et ça a été un coup de génie, c'est-à-dire que ils sont partis d'un truc spécifique. Donc encore une illustration d'une innovation qui part d'un truc spécifique, donc qui peut sembler très limité, mais qui incruste bien le truc. Et à partir de là, qui va, euh, qui va s'élancer, et avec TikTok, le succès qu'on connaît. Hein, donc Et puis la puissance de TikTok, c'est l'algorithme, parce qu'on choisit pas en fait. C'est très Alors addictif. moi, je connais pas du tout TikTok, donc là, TikTok, je en n'en fait, tu parlerai pas. choisis pas les contenus que tu vois en fonction des contenus sur lesquels tu restes. Il va te proposer des contenus qui sont similaires. D'accord. Et alors, il y a une vidéo il y a pas mal de vidéos qui ont été publiées sur la circulation des données. En fait, TikTok est une boîte américaine, elle a été scindée. La maison mère est une boîte chinoise. Il y a normalement, TikTok ne peut pas faire circuler les données. Apparemment, TikTok les fait circuler quand même. Et TikTok capte. TikTok, c'est une machine à capter les données en fait. TikTok, c'est une machine à capter les données. Mais quand TikTok a un ancêtre en fait en termes de démarche stratégique, c'est WeChat. WeChat a été lancé par Tencent. Et en fait, dans les premières versions de WeChat, Tencent avait de très grosses difficultés parce que WeChat est une application qui est construite sur le comportement des gens. Parce que ces produits, c'est très simple. C'est que en Chine, les citoyens sont extrêmement contrôlés, en fait. Hein. Bah, c'est une nouveauté de dire ça. Hein. Vous l'apprenez tous. Hein. Mais en Chine, et en fait, toutes les données qui sont collectées sur les citoyens ont été mises à disposition de Tencent pour concevoir WeChat, en fait. Donc WeChat, en fait, il faut penser les entreprises chinoises comme une multinationale dont le gouvernement est en corporate strategy et chaque entreprise est une business unit, en fait. C'est comme ça qu'il faut le penser. Et quand vous pensez comme ça, vous comprenez beaucoup mieux l'économie chinoise où il y a des entreprises qui sont fermées ou qui sont relancées. Bah ouais, je ferme une business unit parce qu'elle n'est pas rentable ou qu'elle ne fait pas ce que je lui ai dit, parce que la stratégie de la business unit n'est pas alignée sur la stratégie corporate. Enfin voilà, ayez cette vision-là et vous allez comprendre. Et TikTok fait ça en fait. TikTok capte les données, enfin la maison mère chinoise, et avec les données, les analyse pour déterminer les prochains comportements qui vont émerger. Et c'est comme ça qu'ils font les nouveautés. Alors, il y avait un article je crois que c'était dans un supplément du Monde à propos de TikTok, parce qu'une des choses qu'on entend évidemment énormément sur les réseaux sociaux, notamment avec les ados, c'est que on parle d'addiction, que les Ouais, jeunes ouais. ne lisent plus de La livres, etc. sérotonine, tous ces trucs-là. Hein. Voilà. Et en fait, l'article disait qu'il y a notamment sur TikTok alors je sais pas comment on dit, on va pas les appeler des YouTubeurs, des TikTokers, mais qui font des petites vidéos sur des livres, Ah, des créateurs de contenu, oui, tout à fait. des revues de bouquins. Et je crois que ce sont les éditions J'ai lu qui disent que quand il y a un TikTok sur un de leurs bouquins, les ventes explosent. Et ça, je trouve ça fascinant parce que ça va à rebours d'une croyance qui est de dire si on regarde TikTok, on lit plus de bouquins. Or, il y a de multiples Ouais, tout exemples, à et fait. donc notamment des éditions J'ai lu qui disent s'il y a une revue d'un bouquin sur un de nos bouquins, les ventes littéralement explosent. Ouais, parce que l'image de TikTok, c'est des jeunes filles de 14 ans à moitié nues qui dansent. C'était ça TikTok au début, c'est vrai. Oui. Mais ça fait déjà au moins 2 ans ou 3 ans que c'est plus ça en fait. Il y a énormément de contenus autres que la danse qui sont dispatchés sur TikTok. Il y Il y avait a de un la héritage cuisine par exemple. musical qui était Musical.ly, mais qui est devenu aujourd'hui beaucoup moins important, effectivement. Il y a de la cuisine par exemple. Il y a plein de streamers sur Twitch qui font des previews sur TikTok, ils font pas de musique. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres contenus que du contenu musical, tout à fait. Je te dis, cuisine, tourisme, ce genre de choses. En fait, TikTok, c'est devenu je sais pas si vous vous rappelez tous, il y avait les médias, il y a le rich media qui est apparu. Tous les médias enrichis avec le multimédia qui est arrivé. Ben, c'est un peu l'impression que ça me donne. Il y avait Instagram, et en fait, il y a le rich Instagram qui est arrivé avec TikTok. Avec tout ce que Instagram n'était pas. Et TikTok, à mon avis, ça a été conçu comme un Instagram killer. Hein. Tiens, Bon. j'en profite pour saluer Jean-Philippe Denis, qui n'était pas sûr de nous rejoindre, mais il nous a rejoints. Ah, il est Donc, passé faire coucou, Jean-Philippe, tu as Jean-Philippe? l'émission, il faut que tu poses une question. Parce que juste un commentaire sur les boîtes de nuit, c'est quand même sympa, mais ça ne suffira pas pour que tu t'en sortes comme ça. Donc, poke Jean-Philippe. Voilà, on va Ah, surveiller il a le pas fait un chat. commentaire sur les boîtes de nuit quand même, c'est pas possible. Moi qui le prenais pour quelqu'un de sérieux.
Alors, sans faire d'entre-soi, hein, je vous le dis, hein, on est potes depuis Non, mais quoi? on est tous entre nous là. Oh là là. On est une potes grande depuis famille. 15 ans avec Jean-Philippe Denis aussi. Il y a Audrey qui. Ah, j'étais pas allé dans le chat, je suis confus. Salut Philippe, salut Gaël, j'ai pas vu que t'étais là. Salut Audrey, ça me fait plaisir de te voir. TikTok, c'est notre caramel de l'époque avec son chat et ses forums. Exactement. J'ai une amie qui a encore une adresse caramel. Je te jure, Caramel, elle a gardé, c'est ouais. sérieux? Coucou Donc, il y a bien des Mélissa. gens qui ont des adresses Hotmail encore. Hein. Kamal, magnifique analogie. Jean-Philippe, comme des boîtes de nuit. Je ne sais pas de quoi il parle, parce que nous, on avance. Hein. Frédéric, teasing pour la soirée. On reprend encore un sujet, ensuite on arrête. Quelle heure il est là? 22h10. Putain, on avait dit 1 heure. Non, on avait dit 1h30, non? 1h30, on avait dit. Alors, Je 1h30. crois, je sais plus. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'es chaud là? Parce qu'on a été. Putain, on était d'accord ce soir. Ouais, on est un peu trop d'accord, mais ça, c'est juste un entraînement. Alors, on va faire un truc qui saigne un peu. Qu'est-ce que tu penses de Christensen? Parce que Raphaël Oui, arrête pas c'est de quoi lancer le l'allusion de sujet. Raphaël sur Christensen là, comme Alors, on quoi va tout le parler monde de serait pas Christensen d'accord un avec peu. Ah bah, moi, Christensen, donc, c'est un secret pour personne. Je suis un fan. Ah, je déteste, moi. Alors pour ceux qui connaissent pas Christensen, justement, c'est un. Bon, alors il est décédé hein, il y a 2 ans, mais Ouais, 2 ans, c'est ouais. quelqu'un qui a Je l'ai vraiment vu en conférence l'année théorisé. précédente. Pardon? Je l'ai vu en conférence l'année précédente à SMS. Ouais. Et moi j'avais eu la chance de pouvoir l'interviewer, donc c'était. Donc c'est quelqu'un qui a théorisé ce dont on parlait en fait tout au début, c'est-à-dire la difficulté pour une entreprise qui a un business existant de lancer un autre business, c'est-à-dire un business avec un business model différent en fait. Donc le cas archétypal, hein, c'est évidemment Kodak qui fait de l'argentique et qui a du mal à lancer du digital malgré de gros efforts, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Meta, hein, avec Facebook qui marche mais qui va se lancer dans le métaverse. Il y a une certaine proximité, mais c'est quand même différent. Donc, Christensen, il a théorisé la difficulté pour une entreprise d'innover de façon disruptive en disant bah, deux modèles d'affaires ne peuvent pas coexister au sein d'une même entreprise. Et ce qui explique beaucoup d'échecs, non pas parce que les gens ne veulent pas innover, non pas parce qu'ils n'ont pas assez de ressources ou pas assez de temps, mais simplement parce qu'il y a un conflit entre, pour simplifier, le business model historique et le business model nouveau, Kodak étant encore une fois le cas typique, mais on peut aussi parler de Nokia et autres. Et donc, moi, c'est une théorie que j'aime beaucoup, simplement parce que, pas juste parce qu'elle est intéressante, mais parce que je la constate pratiquement chaque fois que je suis avec une entreprise, il y a de façon plus ou moins flagrante un dilemme de l'innovateur, hein, c'est son expression. Alors pourquoi un dilemme? C'est parce que ce que Christiansen dit, c'est quand on est confronté à ce conflit, bah, soit l'entreprise essaye de protéger son activité historique, mais à ce moment-là, elle perd l'opportunité de la rupture, soit au contraire, elle mise tout sur la rupture et elle perd son business historique. Donc, si on reprend l'exemple Meta, aujourd'hui, Zuckerberg, soit il se dit Facebook, c'est le passé, il faut tout que je mise sur le métaverse, et ben là, le risque, c'est que le métaverse ne réussisse, enfin, son métaverse ne réussisse pas et qu'en même temps, il ait perdu Facebook. Ou alors, au contraire, il se fasse virer, remplacé par un chef d'entreprise qui va dire oh là là, le métaverse, c'était pas bien du tout, on va se reconcentrer sur Facebook. Et alors là, il se retrouve à gérer un business historique qui va peut-être pouvoir durer, mais en tout cas, il n'y aura plus le côté disruptif. Donc, l'idée, c'est que le risque, c'est que dans les deux cas, on perd. Alors, merci à Julien qui dit que bon, Christensen a mis plein de concepts. On pourra faire une session là-dessus, hein, mais moi, je suis intéressable sur le truc. Je pense que c'est vraiment un auteur très, très intéressant qui a mis à jour plein de concepts là-dessus. Bon, alors c'est pas un mystère, hein. Vous savez que moi j'aime pas Christensen, mais il y a Moi, j'aime pas Christensen. j'aime pas Christensen. Alors il y a une raison à ça aussi, c'est au tout début, on vous disait qu'on avait on venait d'horizons différents, Philippe et moi. Moi, je viens d'un champ théorique, je viens de la théorie de la firme, je viens d'un champ théorique qui s'appelle l'économie évolutionniste. Et Christensen, c'est un théoricien de la rupture. Ce que dit Christensen quand même de manière assez forte, c'est que quand on rentre sur un marché, le succès de l'innovation sur un marché, c'est de rentrer par en dessous du marché. Il le dit souvent, il le dit régulièrement. Bon, dans tout le cheminement évolutionniste ou dans la théorie des ressources de manière plus générale, je vais l'expliquer de manière très très simple. Hein. Ce qu'on dit, c'est que les actions d'aujourd'hui sont les conséquences d'une série d'actions qui sont passées. Et ça contredit le dilemme de l'innovateur.
Le but, c'est, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas le vrai ou le faux. Hein. Le but, c'est que vous sachiez que pour tous ces raisonnements-là, il y a plusieurs écoles de pensée. La théorie des ressources, elle dit la chose suivante. Elle dit qu'une entreprise est composée d'un grand nombre de ressources qui sont toutes différentes et que les entreprises sur un même marché sont composées de ressources qui sont extrêmement similaires. La différence entre une entreprise qui est capable de construire une innovation ou un avantage concurrentiel de manière générale, c'est qu'elle va combiner les ressources qui sont similaires aux concurrentes, mais d'une manière différente. Et que donc de cette combinaison différente va émerger quelque chose de différent. Si ce quelque chose de différent répond à un usage ou à un comportement de l'audience, eh bien, ce sera le succès. Et si ça ne répond pas, eh bien, ce sera l'échec. Ça veut donc dire que toute action est le fruit de combinaisons antérieures. Et donc, il n'y a pas cette rupture que Christensen dessine. Et il n'y a pas cette entrée par en dessous que Christensen dessine. Parce que l'entrée, elle ne peut pas être systématique, en fait, selon l'approche évolutionniste. Et voilà pourquoi j'aime pas Christensen. Son schéma, là, il m'est resté en travers de la gorge. Son schéma où tu arrives par en dessous, il me rend dingue, ce schéma. Et on en a discuté à plusieurs reprises. J'ai fait une émission spéciale sur Christensen. Il faudrait qu'on se fasse une session sur Christensen. J'ai fait une émission spéciale sur Christensen il y a 2 ans. Raphaël, il était fou. Raphaël Laïl, qui nous suit. La Christensen est une théorie au fond de la réponse à un signal du marché. Et il explique très bien pourquoi une entreprise répond mal à un signal du marché. Donc, je propose qu'on se programme une petite session sur Christensen parce qu'il y a quelques petits trucs qu'il faut que tu comprennes quand même. On ne va pas pouvoir en rester là. Ça serait non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de dire que Christensen est un grand auteur. Ah, si. Alors là. Non, mais je sais que tu es fan de Christensen. Et j'ai lancé exprès parce qu'en fait, c'est une conversation que j'ai eue avec Raphaël. Raphaël Laïl aussi, il aime beaucoup Christensen. Moi, il y a plusieurs trucs qui me gênent chez Christensen. Bon, il y a d'abord cette entrée par en dessous que je trouve extrêmement gênante. Et puis, il y a aussi les études qui ont été publiées qui ont montré que les cas décrits par Christensen étaient des cas qui étaient en fait extrêmement rares et qu'on n'était pas sur un phénomène qui était un mécanisme théorique qui était dominant, mais qu'on était sur un mécanisme théorique qui était marginal. Il y a ça aussi qui m'a beaucoup gêné. Enfin, il y a plein de trucs qui me gênent. Tu me les montres. Si c'est celles auxquelles je pense, ces études sont elles-mêmes très fortement contestées. Ouais, elles sont contestées, bien sûr. Mais bien sûr. Ensuite, honnêtement, dans le monde académique, qui est-ce qui est d'accord avec qui? Non, alors là, il y a un deuxième sujet qui est très important, qui est que Christensen est contesté parce qu'il a apporté son travail sous forme de livre. Et donc, il souffre d'une contestation en légitimité parce qu'il n'a pas publié dans des... Il n'a jamais publié dans un journal en peer review. Il repose sur des succès d'édition. Ça n'est pas vrai, mais il a peu publié dans un journal en peer review. Il a fait de la revue A? Oui, bien sûr. Il a fait de la A, Christensen? Oui, il a fait SMJ, par exemple, ce genre de choses? C'est pas SMJ, je vais te le retrouver si vraiment... On en reparlera. Dans mes derniers tranchements, mais il a notamment... non, je ne te mets pas du tout dans tes derniers tranchements. Non. Il a répondu justement de façon extrêmement vigoureuse à des critiques sur ses travaux dans un article qui était en même temps un article de méthodologie. Bon, j'arrive évidemment pas à le retrouver. Non, mais ça n'a aucune importance. Effectivement, il a été extrêmement attaqué et il a été plutôt attaqué par des évolutionnistes, donc des gens qui sont de ma barrière en fait. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, par exemple, alors on va changer de sujet ensuite parce que là on va mettre les gens de côté un petit peu. Bon, il y a un bouquin de Nelson et Winter, par exemple, qui explique l'économie évolutionniste et comment l'innovation émerge. Quand tu es convaincu par ces textes-là et que tu lis Christensen, tu hurles. Déjà, si tu arrives à lire le bouquin jusqu'à la fin, parce qu'à partir de la moitié, il n'y a que des équations. Donc moi, non, c'est bon, Nelson et Winter. Non, je parle du bouquin de 78, pas celui de 91. Non, celui où il parle des routines double boucle. Non, celui de 91 est difficilement lisible. Non, le bouquin de 78. L'article de Christensen, parce que je ne veux pas en rester là quand même, il est dans le Journal of Product Innovation Management 2006, numéro 23, de page 39 à 55, monsieur. C'était déjà A en 2006? Absolument. C'était pas B encore à l'époque? C'est monté A après, non? Non. Salaud. Bon, alors là, ce à quoi vous assistez là, c'est exactement les conversations téléphoniques qu'on a. où on finit chacun devant l'ordi à se montrer des fichiers. Bon, il y a une petite dernière question là où on aborde un dernier sujet. Qu'est-ce que tu as que
que tu pioches dans les questions là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on trouve un modus operandi pour la prochaine fois. Genre, on fait un post la semaine qui précède et on demande de poser des questions, genre de choses. Bah non, si vous posez des questions, on peut les parcourir rapidement. Alors, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux, c'est vrai. Je pense qu'on ne va pas y revenir. Ouais, on en a pas parce mal parlé. qu'on Mais est quand d'un même autre côté, c'est focus. l'actualité aussi. Hein. Voilà, tout ce qui est un peu strat. Alors, en termes de stratégie, alors il y a quelqu'un qui a parlé, je ne sais plus qui, sur le split de Renault, mais j'avoue que là, j'ai pas trop d'informations. Ah, le split de Renault, ouais. Alors, en fait, Renault a splitté la boîte. Ils sont en train de créer une division. C'est pas un vrai split en fait. Ils deviennent une structure multidivisionnelle. Ils créent une division pour les véhicules électriques. Et la seconde division, je me souviens plus ce que c'est. Mais la première division, c'est pour les véhicules électriques. Et globalement, il y a peut-être une logique financière derrière pour apurer certaines dettes en fait. Mais moi, j'ai lu un petit peu là-dessus. Et on peut parler du Qatar. Christensen. Je dis ça parce qu'en fait, Samy nous dit moi, Christensen, je pensais que c'était un joueur de foot. Alors, c'est possible qu'il y ait un joueur de foot qui s'appelle Christiansen, mais alors là, j'avoue mon ignorance totale, donc je ne dirai plus rien sur le foot. André, tu peux être tout à fait pro Silver sur ce coup-là. Il n'y a aucun problème. Merci André. Et toc. Qu'est-ce Alors, que je attends. pense de la stratégie digitale? Bah là, c'est un vrai sujet. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, là. Alors, Attention. attends, c'est où cette question-là? Je ne l'ai pas vue. Ah ben, c'est Pascal qui, dans les derniers chats, là. Ah. La stratégie Vas-y, vas-y. digitale, alors, c'est pas moi qui suis On a l'expert une de la question bande, Reine hein. Rouge après, d'ailleurs. On reviendra dessus. C'est intéressant. Une question quoi? Une question sur la Reine Rouge. Ah oui. Red Queen Effect, en fait. Je pense, Frédéric, c'est le Red Queen Effect dont tu parles. Ouais, la dame de cœur en français. Ouais, Vas-y, vas-y, parle la stratégie après le Red Queen Effect, c'est bon, là, intéressant. on va pas avoir le temps d'ouvrir un chapitre sur ce qu'on appelle stratégie digitale. C'est vrai que moi, je constate que très souvent, il y a, il y a un mélange qui est que très souvent, beaucoup de gens pensent que faire du digital, ça tient lieu de stratégie digitale. Et donc, moi, je cite très souvent Jeff Bezos qui a dit une fois, ce qu'il faut, c'est pas faire du digital, mais être digital. Et c'est bien pour ça qu'on parle de transfo et de stratégie. Et puis après, il y a une espèce là aussi qui est très présent en France, d'ambivalence vis-à-vis de la technique. Moi, j'entends très souvent les gens dire ah, la technique, c'est qu'un outil. Il faut d'abord faire une stratégie, puis après voir les outils qui la servent. Et quand on fait ça, on oublie très souvent que justement dans des environnements disruptifs très nouveaux, bien comprendre la stratégie, ça peut ouvrir des possibles stratégiques et donc que Oui. ça marche aussi dans l'autre La sens. technologie peut être structurante, effectivement. Voilà, la techno est structurante. Et donc, ça signifie qu'au plus haut niveau de l'organisation, pour moi, il est absolument, alors là, pour le coup, stratégiquement important d'avoir des gens qui ont eu non seulement une connaissance, mais surtout une appétence pour ces nouvelles technologies. Alors, elles sont très complexes. On va parler de l'IA, du digital, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est monstrueusement complexe. Mais si on n'a pas au plus haut niveau des gens qui non seulement maîtrisent ces questions-là, mais en plus ont une appétence, on se prive d'une dimension stratégique considérable. C'est comme si on se coupait un bras quand on fait de la stratégie. Et ça, Ouais. aujourd'hui, c'est un vrai problème. Oui, c'est le paradoxe entre. On pourra en faire une émission là-dessus d'ailleurs. C'est euh, stratégie digital as business et digital for business. Ouais, voilà. La question, c'est est-ce que tu utilises le digital pour ton activité ou est-ce que ton activité, c'est le digital? Et déjà, rien que de se poser cette question-là, en fait, ça intègre de la complexité. Et ne pas se poser cette question-là, c'est arriver à la confusion entre marketing digital, SI, stratégie, on fout un CRM ou un ERP, et les gens balancent tous les buzzwords, en fait. Et on est sur un vrai problème, c'est que pour beaucoup de gens, digital, ça veut dire tout ce qu'on fait en ligne. Et quoi qu'on fasse, c'est un peu la même chose. Et en fait, c'est dangereux de mettre des équivalences entre toutes les choses qu'on fait, en fait. Ouais. Quand on fait du marketing, on ne fait pas de la stratégie. Et quand on fait du marketing, on ne fait pas des SI. Et on est obligé de maîtriser les SI pour faire du marketing digital. Parce que si vous ne savez pas où sont les Toc. données, comment elles arrivent, vous faites n'importe quoi. Mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est introduire des confusions comme ça où tout est tout, il n'y a plus de différence. Et à partir du moment où le digital c'est tout, le digital c'est plus rien en fait. Et la stratégie c'est pas tout, parce que si on dit que tout est stratégie, eh ben la stratégie c'est plus rien. Et pour
tous ces concepts-là, il faut être capable d'identifier les frontières, de montrer là où ça commence, là où ça s'arrête. Oui, c'est vrai que le mot stratégie est pas mal galvaudé. Jean-Philippe, je regarde l'heure et il y a Yann qui demandait quel est notre livre de stratégie de chevet. Donc, je te proposerais bien de réfléchir à 2-3 lectures. Alors, j'imagine, on va s'interdire de proposer nos bouquins parce que ce serait quand même trop facile. Alors, moi, j'ai répondu, si vraiment parmi vous, il y a des gens qui cherchent un bouquin de strat, il y en a un qui est vraiment très bon. C'est un bouquin qui s'appelle Good Strategy, Bad Strategy. C'est assez facile de s'en souvenir. Alors, il est que en anglais à ma connaissance. Ouais, il n'est pas traduit. C'est vraiment un très bon bouquin parce que c'est le bouquin un peu du bon sens, etc. Il y a des exemples fascinants. C'est un peu zéro bullshit. C'est le bouquin de Rummelt qui a été utilisé pendant très longtemps comme étant voilà les erreurs que les gens ont commises. Arrêtez d'avoir peur de commettre des erreurs. Regardez, il y a des gens très bons qui en ont commises. Voilà. Je le conseillais à mes étudiants pour longtemps, celui-là. Alors, Julien nous demande c'est quoi une stratégie. Alors là, il faudrait quasiment une émission. Moi, je vais vous donner justement la réponse de Richard Rummelt dans Good Strategy, Bad Strategy. Lui, je regarde mes bouquins en même temps à côté. Parce que voilà, la stratégie, c'est identifier le défi fondamental de l'organisation et mettre en place les moyens pour le résoudre. Et ça, c'est important parce que moi, quand j'ai été consultant, ce qui a été très bref, on m'a dit la stratégie, c'est définir un objectif et les moyens pour y parvenir. Et ça présuppose une vision de la stratégie. La définition de Rummelt, qui est de dire on identifie le problème, le défi fondamental de l'organisation au temps T, c'est-à-dire là maintenant, ça veut dire que dans 6 mois, le défi sera peut-être différent. Et donc, il y a des exemples comme ça, on pourra se faire une émission là-dessus. Mais voilà, Good Strategy, Bad Strategy, si vous lisez l'anglais, c'est vraiment un très bon bouquin. Qu'est-ce que la stratégie? Il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Je vais esquisser quand même un truc pour tous ceux d'entre vous qui aiment lire la philosophie. Il y a 2 très grandes écoles en stratégie. Il y a l'école positiviste et l'école constructiviste. L'école positiviste, elle présume que la stratégie préexiste. Donc la stratégie, ça devient quoi? On fixe, on analyse le point A auquel on se trouve, on détermine le point B où on veut arriver, et la stratégie, ça va être le chemin qu'on va prendre de A à B. Ça, c'est l'approche top-down, c'est l'approche positiviste. L'approche constructiviste, c'est une approche qui dit que la stratégie se construit au fur et à mesure où on la fait. C'est ce que Marie-Josée Avenier appelait la stratégie chemin faisant, en fait. La stratégie se construit au moment où on agit, en fait. La réalité, elle se trouve un peu entre les deux, parce que la stratégie qui préexiste, il faut être honnête, ça n'existe pas. C'est dans les bouquins, c'est dans les manuels qui vous sont vendus, mais dans la réalité, on ne fait jamais ce qu'on a esquissé. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà construit des stratégies, ou nous, ça fait longtemps qu'on en fait, moi j'en fais depuis 20 ans, jamais ça n'est arrivé de concevoir une stratégie sur une feuille de papier et de l'exécuter. C'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. On co-construit, on refait, on reproduit, on élabore. Quand on commence à faire, il y a des modifications dans le raisonnement parce qu'on se dit putain mais c'était complètement con et on modifie. Et en fait, le raisonnement, il est plutôt abductif. C'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on conceptualise et cette partie, elle est modifiée par les actions qu'on entreprend. Et donc, moi, Rummelt, je l'ai beaucoup aimé quand il y a 15 ans. J'aimais beaucoup Rummelt. Et j'en suis revenu, il y a beaucoup de papiers. Moi, j'ai plutôt lu ces papiers à Rummelt. J'ai le bouquin et je l'ai conseillé à mes étudiants. Moi, j'aimais beaucoup le côté analytique de Rummelt, mais je trouve qu'il ressasse un peu quand même. Mais le bouquin est très différent de ces papiers. Oui, c'est des anecdotes, c'est des histoires d'entreprise. Ouais. Tout à fait. Et je l'ai là en plus. C'est des histoires d'entreprise. Je l'ai conseillé à mes étudiants parce qu'effectivement, le truc est très simple. C'est il faut voir que d'autres se sont trompés pour comprendre qu'on peut tous se tromper. Et il faut voir que d'autres ont réussi pour savoir qu'on peut réussir. Et là, ça ouvre le champ sur la stratégie avec une approche entrepreneuriale chère à mon cœur. Effectivement, il y a tout ce versant, tout à fait, où on devient le propre vecteur de l'action, en fait. Et c'est l'action qui nous porte, et c'est dans l'action qui nous porte qu'on construit la stratégie. Pour ceux qui sont intéressés par l'approche philosophique, moi, je conseille le bouquin d'épistémologie de Alain-Charles Martinet. Ah oui, il s'appelle Épistémologie des sciences de gestion. C'est un livre très court, 120 pages, 130 pages. C'est un petit bouquin rouge, vous ne le trouverez plus neuf, vous le trouvez d'occasion. Il fait 5 chapitres. C'est brillantissime. Et là, vous verrez cette tension qui existe entre l'approche positiviste et l'approche
constructiviste. Vous comprendrez les deux et puis vous verrez où vous positionnez. Pour moi, ça, c'est pour comprendre le raisonnement en fait qu'on tient, positiviste ou constructiviste. Moi, je vous conseille une lecture très simple. Hein. Vous lisez le chapitre 2 de La République de Platon. Avec la métaphore de... Bah, tu vois très bien, hein, la métaphore de la caverne. Et là, vous verrez si vous êtes positiviste ou constructiviste. Hein. C'est très simple. C'est un truc qui fait 10 pages. C'est vite réglé. Bon, en termes de très bons bouquins en stratégie, pour être tout à fait honnête, moi, je ressens très souvent de la frustration quand... alors, moi, je suis très livre. Hein. Je ressens très souvent de la frustration. Pendant très longtemps, mon livre de chevet a été le bouquin de Michael Porter, le premier. Pendant très longtemps. Putain, la vache, j'ai jamais réussi à le lire. T'es super Moi, fort, pendant toi. très longtemps, et il Je me m'énervait suis ce livre. endormi, moi, au bout d'un moment. Et moi, j'ai mis des années à comprendre pourquoi il m'énervait, en fait. Et j'ai compris pourquoi il m'énervait quand j'ai lu Penrose 59. Donc moi, s'il y a un livre que je vous recommande de lire, Ah bah oui, ouais, je l'ai là. on l'a tous, hein. Ouais, bien sûr. Il y a un livre que je vous recommande, c'est un livre d'Edith Penrose, dont la première édition est de 1959. Theory of the Growth of the Firm. Ben voilà. Voilà. Alors, moi, c'est le livre de stratégie que je vous recommande. Parce qu'il ne nécessite aucune technique en stratégie. Aucune technique. Quand vous l'aurez lu, vous aurez compris la stratégie, ou en accord avec elle parce que vous aurez aimé, ou alors en désaccord avec elle parce que vous aurez détesté, mais vous aurez compris de quoi on parle quand on parle de stratégie. Moi, je trouve que c'est un livre qui est brillantissime, publié en 59. C'est la fondation de l'approche par les ressources. Hein. Exactement. C'est une vision façon de penser particulière de la stratégie qui s'oppose à Porter. Tout à fait. Qui me semble effectivement, je suis d'accord avec toi, beaucoup plus intéressante que Porter. Échec de publication. Publié en 59, le livre passe totalement inaperçu. Ouais. Et il est revenu à la mode à la suite d'un papier publié en 1981 par un gars inconnu aussi qui s'appelle Werner Felt, Bigger Werner Felt, qui a dit bah en fait ce qu'elle a écrit Penrose c'est pas mal. Alors il y a des gens qui sont allés lire la référence et qui ont dit putain en fait c'est vachement bien. Et donc il a commencé à se vendre en 81 ce livre. Et pour moi c'est un des plus grands livres que vous puissiez lire en stratégie. Alors c'est pas du digital hein, mais c'est un grand livre, en stratégie. Vas-y, alors c'est mon premier choix. À toi, vas-y, donne-moi ton deuxième choix. Ah bah non, moi j'en avais qu'un. Alors après j'en ai plein de bouquins de strat, mais Et en innovation, je dirais du socialisme au capitalisme de Schumpeter. bah, en innovation, vous pouvez lire. Alors il y a un gars que vous connaissez peut-être pas et tu vas adorer qui s'appelle Christiansen. Schumpeter, il faut lire. Et en marketing de l'innovation, il reste quand même le gars qui a écrit, alors voilà, Crossing the Chasm, comme on dit. Et ça rejoint, la couverture est hideuse. Ah, je le connais celui-là. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais celui-là. Moore, oui, bien sûr. Voilà, Moore, alors ça a un peu vieilli, mais ça reste vrai. C'est vraiment celui qui a théorisé ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en innovation de rupture, même si ce n'est pas vraiment son vocabulaire, on commence petit et puis après on fait grandir. Alors on est plus dans le marketing de la techno, mais c'est un bouquin qui est absolument remarquable et moi qui m'a beaucoup servi. Alors, à voir, d'accord. Hop là, alors. C'est compliqué. Pardon. Bah, on ne peut pas le lire si c'est compliqué, tu déconnes. C'est compliqué. C'est un bouquin écrit par une psychologue sur le comportement des adolescents en ligne. Et c'est brillantissime. Parce que pour moi, la stratégie, l'un des éléments les plus importants, c'est l'aptitude à comprendre comment l'audience va se comporter pour qu'on puisse concevoir les bons services et toucher les bonnes personnes. Donc, il faut comprendre comment les gens se comportent. Si on ne comprend pas comment ils se comportent, ben, on se retrouve à sortir des produits ou des services qui s'adressent à personne, en fait, qui nous font plaisir, mais qui s'adressent à personne. Et comment on fait pour comprendre comment les gens pensent? Eh ben ça vous donne des pistes. Donc c'est de Boyd. J'en profite pour ajouter que plusieurs personnes dans le chat ont mentionné évidemment notre collègue Paul Millier. Bah oui, Paul Millier. Bah, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, Paul Millier. Une référence dans l'innovation, donc merci à vous. Ouais, tout à fait. Voilà. Paul, moi, quand je suis arrivé à l'EM Lyon, Paul, c'était vraiment la référence. Et pour la petite histoire, je suis allé plusieurs fois dans des entreprises pour faire des formations et on me disait, nous, de toute façon, tel ou tel bouquin de Paul Millier, c'est la Bible.
et des grandes boîtes. Hein. Donc oui, effectivement, les bouquins de Paul, qui a été, enfin, je dis qu'a été parce il est quasi à la retraite maintenant, mais Ouais, il passe encore un petit peu à l'école, voilà, mais on le voit presque mais plus. qui est vraiment un des piliers en termes d'innovation à l'école, et c'est en français. C'est ça. Alors, il y a un autre bouquin qui est intéressant, c'est le bouquin de Peter Thiel, de 0 Ah, à j'aime pas 1. du tout. Il faudra qu'on en parle, j'aime pas du tout. Ah, il ne l'a pas écrit. Hein. Non, mais c'est encore pire. Mais Il non, ne l'a non, pas écrit. Non, je pense pas qu'une entreprise va de 0 à 1, justement. Elle part pas de 0. Donc, toi qui lui, fais dans la théorie des ressources, non, justement. Mais c'est un truc qui est intéressant quand même, parce que lui, il dit un truc. Il y a quand même un élément qui est important dans ce bouquin. Il dit, il y a un moment, il y a une bascule. Il y a un moment, il se passe quelque chose, et c'est ce moment-là qu'il faut aller rechercher. Et c'est ça qu'il appelle de passer de 0 à 1. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement, je suis un évolutionniste. C'est-à-dire que moi, je pense que les choses progressent par la construction de choses qui ont été faites antérieurement. Mais c'est vrai que même chez les évolutionnistes, on dit qu'il y a ce mouvement. Il se produit quelque chose. Et Thiel dit, il y a un moment, alors Thiel ou son auteur, Thiel dit, il y a un moment où il y a une transformation, il y a un moment où il y a une bascule. Et tu trouves ça tu le retrouves ça dans la théorie générale des systèmes. Von Bertalanffy, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit dans les systèmes, il y a un moment où le système s'emballe. Jean-Philippe, je vois l'heure là. Je pense qu'il va falloir qu'on termine parce que Alors on pourrait faire ça une prochaine fois. On prépare 5 bouquins qu'on adore et on en parle. Ça peut être une option, ouais. Mais déjà, il va falloir qu'on fasse une session sur qu'est-ce que la stratégie. Parce que vous l'avez vu, on appartient à 2 écoles différentes. Donc ça peut vous intéresser de voir des points de vue qui sont différents. Il va y avoir de la bagarre. La bagarre. Il va falloir que j'explique à Jean-Philippe ce qu'est Christensen quand même. C'est ça, exactement. Moi, j'attends qu'un truc. Ah, en plus, tu joues double jeu. En plus, tu réagis dans le chat. Ah bah bien sûr. Pendant que tu parles, moi j'occupe le terrain. Moi, je voudrais quand même remercier ceux parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires. C'est super. Hein. 178 commentaires, dont certains qui ont commenté beaucoup, avec des suggestions. Donc voilà, j'ai fait quelques likes. Donc merci à vous, avec des citations. Donc c'est vraiment génial. Ah non, c'est très cool. Donc, ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va remouliner un peu tout ça. N'hésitez pas, si on relance, enfin, on va probablement le refaire, de suggérer des thèmes, des choses comme ça. On a déjà quelques idées. Hein. Le truc qui est vraiment important, c'est que là, vous avez été nombreux en ligne. Hein, vous êtes monté à 75, 78. Le truc qui est important, c'est que Philippe et moi, comme vous l'avez vu, on a l'habitude de débattre. Hein, vous avez dû vous en rendre compte. Il y a de la connivence entre nous, mais parce qu'on est amis depuis longtemps. Il n'y a pas de connivence sur le plan intellectuel, mais vous voyez bien, on est habitué à discuter. Non, on est en désaccord sur plein de trucs, mais on a zéro problème pour discuter de nos désaccords. On parlera du modèle libéral un de ces jours, si tu veux. Oh, peut-être pas quand même. Bon, en tout cas, voilà. Et le truc, c'est on s'est dit, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire ça avec vous, en fait. Faire ça avec vous. Et là, on voit, il y a les questions, vous êtes là, et on fait ça avec vous, et j'ai l'impression que ça vous plaît, parce que moi, ça m'a plu, hein, toi aussi. Hein. Enfin, vous nous voyez, on rigole. Et donc, si ça vous plaît, on va le refaire, et puis on va le refaire. Bon, là, c'était pas hyper structuré, parce que c'est la première fois. On discute tous les deux. On a discuté un petit peu comme on discute quand on est au téléphone. On rebondit sur ce que l'autre dit et on fait un peu ping-pong. On pourrait imaginer des thématiques la prochaine fois, 2 thématiques ou 3 thématiques. Ou peut-être faire un truc du genre, on commence par une revue de presse et après on a un sujet de débat. Ce genre de choses, c'est quoi les 2 articles qui t'ont marqué cette semaine? On peut imaginer ce genre de choses. Mettez-nous dans le chat ce que vous avez, ce que vous aimeriez nous voir faire. Des chorégraphies, parce que Philippe danse super bien. Et vous n'hésitez pas. C'est faux, je le nie. Et on pourrait attaquer des questions du type fromage ou dessert, par exemple. Tu vois, des questions vraiment violentes, en fait. Et vraiment épicées. Donc, allez-y. Vous nous dites dans les commentaires comment vous aimeriez qu'on fasse ou ce genre de choses. Et puis, nous, on va analyser. On va gamberger tranquillement. On a fait là et on va construire un petit format un peu sympa. Et on va faire ça de manière récurrente si on a le temps. Hein, t'en penses quoi? Génial. Bon, chers amis, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous et à toutes. On vous embrasse. Et à bientôt. À bientôt. Merci pour vos bye questions, bye. encore une fois. C'était Salut. super. Merci.